toutes et à tous, bienvenue pour ce 17e épisode de la 6e saison de Cold Facts, le dernier de l'année. On commence avec l'équipe de Suisse, Patrick Fischer. 3 défaites pour le sélectionneur, 2 défaites après prolongation. Il a aussi été question justement de prolongation de contrat avec l'équipe de Suisse jusqu'en 2026. Avec Greg, on discute de cette communication bizarre de la part de la fédération. Et puis, on enchaîne avec le match entre Ajoie et Fribourg, avec notamment la prolongation de contrat de Jonathan Hazen. Après, on revient sur l'affaire Furk Pilot, parce qu'on sait que Martin Furk a ramassé 5 matchs. On parle du Zanoke Club, qui a été battu par Zurich, avec des questions d'arbitrage autour de ce match. Et puis après, on termine avec Genève et Olkinuora, Ebienne, qui a battu Rapperswil avec de nouveau un Tony Rayala décisif. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va bien et toi ? C'est la dernière de l'année ? Dernière de l'année, effectivement, parce que la semaine prochaine, c'est un peu compliqué, non ? C'est-à-dire qu'on est le combien ? On sera le mercredi 27, moi je serai en haut à Davos. Je crois qu'on va s'épargner ça collectivement. Même si je sais qu'il y a certains qui disent « Ah non, mais nous on vous écoute quand même, on reviendra début janvier de toute façon. » Exactement. On voulait commencer, avant de parler de la National League, qui a repris mardi soir pour le dernier rush avant Noël, parler de l'équipe de Suisse et de ce tournoi à Zurich, avec les 3 matchs contre 3 grosses nations, Suède, Tchéquie, Finlande, 3 défaites, 4-2, 3-2 après prolongation et 4-3 après prolongation, si je ne dis pas de bêtises. Les 3 fois, la Suisse a été menée 2-0. Elle est revenue. Je pense qu'il y a certaines personnes, des suiveurs de l'équipe de Suisse qui doivent se dire oh, 3 défaites et tout. Et c'est vrai que j'avoue que des fois, les joueurs qui disent, et ils l'ont tous dit, Lars Weibel, Patrick Fischer, les joueurs, après le dernier match contre la Finlande, ouais, mais bon, vous savez, c'est quand même des grandes nations. Hein. On est bien d'accord, hein. Je suis complètement d'accord, mais on va dire qu'une victoire quand même de temps en temps, surtout sur le sol suisse, même si c'est des très bonnes nations, la Suisse est capable de le faire, est capable de battre ces nations-là. Donc, c'est juste, ça aurait donné un petit côté brillant quand même à ce tournoi. Je sais pas ce que t'en penses. Moins terne. Je trouve que c'est à l'image finalement de ces dernières années de l'équipe de Suisse, parce que on va faire peut-être abstraction du match contre l'Allemagne récemment l'année dernière, mais enfin cette année ou la saison dernière, on va s'en sortir. Mais finalement, individuellement, chacun des matchs, la Suisse a le droit de le perdre. Mais au bout d'un moment, t'en as un peu marre qu'il n'y ait jamais un résultat qui sorte du lot, on va dire. Et là, la Suisse a perdu 6 fois, 2 fois contre les Tchèques, 2 fois contre les Finlandais, 2 fois contre les Suédois. Individuellement, chaque défaite, elle est OK. Ils sont pas pris un 6-0 contre une de ces nations. Ils sont jamais largués dans le match. Ils sont toujours au contact. Il y a 2 défaites en prolongation. On le dit assez dans Colfax. Dans une prolonge, ça peut être des 2 côtés. Si t'as un bounce, on va dire, qui vient pour toi, bah, tu peux gagner, et voilà. Là, contre la Finlande, le problème c'est un surnombre en prolongation. C'est le détail, quoi. Exactement. Et du coup, à aucun moment, il y a ce truc un tout petit peu hors norme, on va dire. C'est chiant. Et c'est un petit peu ça qu'on pourrait reprocher à cette équipe de Suisse de Patrick Fischer, c'est que elle est là où on l'attend un peu. Elle va perdre contre ces équipes-là, puis elle va gagner les matchs contre les petits, puis il n'y aura jamais le petit coup d'éclat que l'Allemagne peut faire. L'Allemagne va en finale aux Jeux Olympiques en Corée du Sud. Récemment, finalement. Ouais, en Corée du Sud, ouais. Et puis elle va même en finale du dernier championnat du monde. Elle va en finale du dernier championnat du monde. Donc il y a de temps en temps un truc qui dépasse. Et finalement, la Suisse, elle est ultra régulière. Alors il faut savoir s'en contenter d'un côté, mais d'un autre côté, je comprends les voix qui disent mais
On est sûr qu'on veut continuer avec ça. Et je l'entends totalement. Je pense qu'à ce micro, en tout cas, je parle pour moi, j'ai plutôt tendance à me ranger du côté de la continuité. Oui. Parce qu'on a aussi vécu l'après Ralph Krueger. Et on a quand même vu l'après Ralph Krueger. Alors, il y a eu Sean Simpson, c'était OK. Il y a eu un exploit. Ouais. Il y a eu Glenn Hanlon qui est passé, qui est parti. Il y a eu un manque de stabilité assez pénible aussi après Ralph Krueger. Ralph Krueger avait établi l'équipe de Suisse dans le top 8. Après, elle en était un peu sortie. Et ça redevenait... elle avait fait une fois 10e, une fois 11e. Oui. Il y a eu cet exploit en Suède-Finlande, mais la Suisse était du côté suédois du tournoi en 2013. 13, ouais. Mais il n'y avait pas de stabilité. Là, on en a une. Donc en 2014, on était à Minsk, on se souvient, ils passent pas ils vont même pas en quart. Exactement. Donc, cette époque-là, depuis, il y a eu quoi ? Il y a eu 2016 avec Patrick Fischer en Russie. Oui. Et sinon, premier tournoi. Après, il y a eu les échecs olympiques. Ouais. Mais en même temps, il y a eu une victoire contre les Tchèques en 8e de finale avant de se faire éliminer en quart de finale en Chine. Les Finlandais, ouais. Contre les Finlandais, ça va aussi. C'était plutôt à Pyeongchang le problème olympique ou la tâche olympique de Fischer. D'ailleurs, si on se rappelle et on se remet dans le contexte, au moment de partir à Copenhague, on dit en gros, alors lui, la comète Fischer, si ça se passe pas bien à Copenhague, on va pouvoir déjà penser à la suite. Bon, il fait la finale, médaille d'argent. Puis là, c'est une sorte de totem. Puis derrière, la Suisse a été chiante, quart de finaliste un peu constamment. Il y a ce 2019 qui est quand même... Où là, c'est vraiment... on a noté les matchs là où on dit il y a des détails, des erreurs. Le détail sur 2019, le quart contre le Canada à 0,5... Ça, c'est vraiment... Alors, c'est pas un détail. Il y a quand même une part de... un peu une part de chance de la part des Canadiens, même s'ils sont allés chercher la victoire, même si, et tu l'avais très bien disséqué, toute la séquence fait que c'est un petit manque de chance sur des détails. Mais je pense que la probabilité qu'il y ait un but à ce moment-là, elle était quand même relativement faible et ils se sont fait un peu piéger. Je maintiens que cette équipe de 2019, elle était peut-être un poil plus forte encore que celle de 2018. Mais elle n'a pas gagné. Et finalement, c'est la question qu'on doit se poser maintenant, et moi je l'ai posée à 2-3 personnes lors du tournoi, est-ce qu'on n'est pas content justement de les perdre ces matchs pour acquérir un peu d'expérience de ces matchs à haut niveau contre des nations supérieure à la Suisse, parce qu'il faut quand même pas péter plus haut que notre cul quand même, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais quand on me dit la demi-finale ça devrait être le minimum pour cette équipe, mais demi-finale ça veut dire que tu laisses des équipes derrière toi, Quand tu es top 4 ça veut dire que quand tu es 6e nation mondiale et que tu es dans le top 4 ça veut dire que tu as fait un exploit. Ouais. Le problème c'est qu'elle est plus forte que quart de finaliste et elle est moins forte que demi-finaliste. Puis elle se retrouve là au milieu à de temps en temps avoir une chance en quart de finale et alors la merder comme l'Allemagne cette année, et souvent perdre contre une nation un peu plus forte qu'elle et pas réaliser cet exploit. Et c'est ça qu'on peut effectivement reprocher à Patrick Fischer. C'est de ne pas réussir à franchir cette étape. Et moi, je suis convaincu que ces matchs contre les Finlandais, les Suédois et les Tchèques vont aider l'équipe de Suisse à franchir ce palier. Mais tu sais, tu parles d'expérience. Ils vont aider, je n'ai pas dit qu'elle va franchir. Ça va aider à... Ouais. On verra si c'est après ils vont réussir à le franchir. Mais tu parlais d'expérience et c'est drôle parce que quand j'ai interviewé Romain Löffel dimanche après le match, il me disait c'est de l'expérience quoi. Et puis je voulais pas l'embêter, mais je lui dis Romain, l'équipe de Suisse c'est Malguin, Andrighetto, Koukan, on va pas faire tout le roster, mais il y en a plein qui étaient au championnat du monde déjà. Pas juste des néophytes, il y avait David Ebicher, Biasca. Voilà. Un attaquant, un défenseur, j'estime que sur un 13 attaquants, admettons que tu habilles, et puis 7 défenseurs, ou même 8-12, on s'en fiche. Ça va. Surtout que c'était le changement de mentalité voulu et prôné par Patrick Fischer cette année, c'est on arrête les expérimentations où en gros les 2/3 de la ligue sont internationaux à un moment ou à un autre dans la saison. J'aime bien ça d'ailleurs. Moi je suis totalement favorable à ça. L'équipe de Suisse ça doit redevenir, ou ça doit à nouveau être, ou je sais pas comment dire ça, un honneur réservé aux meilleurs joueurs. Et ces meilleurs joueurs, ils vont une semaine s'entraîner, jouer ensemble, créer des automatismes. Et là, j'étais présent, moi, jeudi passé, à Zurich. J'ai vu l'entraînement du mercredi qui a duré presque 1h03, je pense, qui est très long. Ouais, ils ont refait la glace au milieu quand même pour faire une deuxième séance. Ils sont tous partis au vestiaire, refait la glace,
revenu sur la glace pour faire quasi une demi-heure de situation spéciale. C'est intéressant à part ça. Et ça, moi, je trouve très intéressant parce que ça veut quand même dire qu'il y a eu une prise de conscience aussi de la part de Patrick Fischer et ils sont, à mon avis, mis en mode 2026. Maintenant, c'est bon, on lance le cycle 2026 avec les joueurs qui sont là. On a notre noyau dur de joueurs qui appartiennent au cadre de l'équipe de Suisse, mais c'est eux qui viennent. Et ça ne veut pas dire qu'en février, les Major Games, là, ça sera peut-être un peu différent. À cause des playoffs qui viennent. Les playoffs arrivent, cette pause, elle fait chier tout le monde, on est bien d'accord. Mais les 2 premiers rassemblements, on prend pas la meilleure équipe à chaque fois, mais il y a eu certains Davosiens qui avaient été laissés au repos à un moment. Je pense qu'il n'a pas pris à chaque fois la meilleure équipe possible. Mais par contre, il y a un noyau dur de peut-être une trentaine de joueurs. Et dans ces 30, on les prend, puis on arrête d'expérimenter en faisant 2 équipes de 20 complètement différentes, dont 10 joueurs dont on sait qu'ils ne seront pas présents. Lors du chemin du monde, là le seul c'est Attilio Biasca qui a été nachnominiert parce qu'il y a eu des blessures, mais sinon il n'aurait pas été là. Ouais, mais il s'en est pas si mal sorti que ça, honnêtement. Pour un jeune de 20 ans, ouais. Par contre, alors c'est un truc, c'est très drôle que tu parles des situations spéciales puis qu'on mette l'emphase là-dessus. C'est question posée à Patrick Fischer dimanche soir après le tournoi. Ah, puis un des points super, c'est le powerplay qui a pas mal marché. On a vu Malgin, on a vu Andrighetto, on a vu Turcauf. Et puis, on était tous un peu... Je vais pas dire on n'était pas foufou, mais on était là, ça marche bien. Donc, on se disait, on a une bonne base. Puis, il a un peu douché notre enthousiasme en disant, ouais, alors les gars... Les joueurs du powerplay à Prague, ils sont pas là. Il y a des chances que ce soit pas le même 5 qui soit à Prague. Puis, alors après, effectivement, tu te dis, s'il y a Yanis Moser, et je prends effectivement pas Yossi pour... mais Moser, Siegenthaler, même bêtement ça, tout d'un coup, tu te rends compte que... Ah ouais. Et... Donc finalement... Ce qu'on est en train de dire, ces expériences, on dit que c'est super et je pense que c'est vraiment bien. Malgin, c'est des joueurs de powerplay. Bien sûr. Andrighetto Malgin, c'est pas un problème. Turcauf, vu la saison qu'il fait et vu le rôle qu'il a aussi. Oui. Parce que tu fais pas venir Timo Meyer d'Amérique du Nord pour le planter devant la cage et faire le sapin. il a peut-être une autre utilité. C'est thématique avec Noël. Par contre, Calvin Turcauf, il fait ça très très bien. Et si tu as une ligne de powerplay avec Andrighetto Malgin et Malgin, je crois qu'il n'est pas encore naturalisé, ça viendra peut-être une fois, mais je doute. Andrighetto Malgin et Calvin Turcauf, moi ces 3-là, ils sont présents à Prague, peut-être sur le 2e powerplay, plus sur le 1er. Mais par contre, ils ont engrangé des minutes de glace ensemble qui seront peut-être utiles à ce moment-là. Donc moi, j'aime bien cet aspect-là. Ok, on s'est rendu compte que fallait changer quelque chose, on pouvait plus continuer. On arrête les expérimentations, on vient avec un noyau un peu plus resserré, on travaille avec ce noyau, voyons à Prague ce qui se passe. D'ailleurs, on va pas faire 2 heures sur l'équipe de Suisse quand même, mais bon, c'est quand même un peu l'actu. On n'a toujours pas parlé de ça, mais en fait, il y a eu cette annonce. Bon. Un jour, si on en a marre d'être journaliste, on ira peut-être faire consulting en communication à certains endroits, puis je suis sûr qu'on pourrait être payé monstre cher. Passe-moi ce communiqué où on nous dit, où tout le monde l'a compris à rebours, il faut être clair. Tout le monde a compris que c'est fait, Patrick Fischer a prolongé. Non, il nous explique qu'il y a une intention de peut-être commencer un jour les négociations avec Patrick Fischer et que, en gros, c'est le candidat numéro 1 à une prolongation de contrat. Mais si on le prolonge avant le mondial, il y aurait des clauses de sortie après le mondial. Bah alors attends le mondial, du coup, vu que de toute façon, en fait, tiens, signe ce papier, mais si tu merdes, on le déchire. Ouais, bah alors je vais pas le signer, on va attendre un bout. Enfin, ça a aucun sens. Ouais, c'était assez drôle, effectivement, de voir que mais les gens l'ont compris quand même c'est pas prolongé, mais c'est en très bonne voie. Ce qui est le cas. C'était ça qu'il fallait lire entre lignes. Maintenant, effectivement, de la part d'une fédération, soit tu annonces que c'est fait, ou alors tu n'annonces rien. Il me semble, ouais. C'est un peu plutôt... Par contre, de se dire, oulala, on a l'impression que c'est un peu de la communication de crise parce qu'il y a eu un article de Watson que Klaus Sauga fait et puis que, tout d'un coup que ça commence à bruisser. Ouais, mais en fait, on est dans cette situation parce que vous aviez dit que vous alliez faire un workshop après le mondial pour savoir ce qui allait être. Il y a eu le conseil d'administration de la SIHF. Certaines voix ne sont pas forcément favorables. Alors,
ok, mais on se retrouve dans une situation un peu bancale finalement. Ouais. Là, ça donne vraiment l'impression, c'est le FC Blanc qui annonce au début du repas de fin d'année, oh après on va continuer avec Michel comme coach, mais il faut qu'on s'asseye à table. Puis il y a tout le monde qui dit oh bravo. Ça n'a aucun sens. Une votation aux applaudissements. Non mais posez-vous à table, discutez, mettez les modalités en... Ils ont que ça à faire. Enfin, moi, je dis pas que c'est pas de travail d'être sélection nationale, mais j'ai l'impression que maintenant que le tournoi est terminé depuis dimanche soir, avant le tournoi de février, je suis sûr qu'il peut trouver 2 heures pour aller discuter de son prochain contrat. À mon avis, c'est faisable. Hein. Je connais pas l'emploi du temps de tout le monde. Je suis sûr qu'à Davos, ils pourraient même se croiser, tous ces gens. Mais ils se mettent à table, ils discutent, ils trouvent un accord, quitte à ce qu'il y ait une clause. À part ça, moi, j'ai aucun problème avec la clause post. Si ça arrange tout le monde, si la Suisse se dit ouh là là, quand on sera champion du monde en Tchéquie, on va se faire souffler Patrick Fischer par je sais pas qui. Dans le cadre, pour éviter ce risque-là, on met une clause, on le signe déjà, mais on met une clause. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, l'annonce 2 mois avant ou X mois avant la vraie annonce pour dire on s'est mis d'accord pour commencer à discuter. Racontez-nous pas tout, quoi. Faites les J'ai choses. mangé une pomme. C'est Facebook dans les au début de Facebook. Faites les trucs, puis venez nous en parler juste après. Et moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça a mis encore plus de troubles autour de la situation de Patrick Fischer que s'ils avaient rien communiqué. Et finalement, c'est quand même l'exemple même d'une communication ratée, c'est quand tu ne clarifies rien. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, Patrick Fischer n'est pas prolongé à la tête de l'équipe de Suisse, mais est le candidat numéro 1. Ce qui risque d'arriver, si on lit ce qu'a dit Klaus Zaug et ce qu'on lit entre les lignes, c'est qu'il va être prolongé avec une clause de sortie à la suite du mondial 2024 en cas de mauvais résultats. Ou est-ce qu'il y avait écrit ça, ou que ça fait erreur, ou mes collègues de Zurich, je sais même plus, j'ai lu les deux, je crois que c'est Klaus Zaug, qu'il y a c'est une validation automatique du contrat en cas d'accession au quart de finale. Ouais. En gros, tu mets 2 gifles aux Lettons et aux Italiens, puis t'es qualifié, puis t'es prolongé à peu de choses près. Mais après, on est bien d'accord que de là. J'ai pas regardé le calendrier, je pense pas qu'il y a la Lettonie et l'Italie. Non, mais enfin, peu importe. Je veux dire, c'est que Patrick Fischer, une qualification pour les quarts, vu ce qu'il a fait depuis justement 2017, c'est. Pour lui, je pense pas qu'il est très satisfait de se dire « Ah, c'est cool, je suis prolongé parce qu'on est allé en quart. » T'as envie, et d'ailleurs, c'est ce que me disaient aussi les joueurs à la fin du match. Nous, quand on monte sur la glace, c'est la palissade. Mais on se dit pas « Non, on vient pour faire des tests. » Ils montent sur la glace quand ils jouent contre les Suédois, les Tchèques et les Finlandais pour gagner. Il n'y a pas donc, ils vont vraisemblablement battre les nations qui sont en dessous d'eux au classement, peut-être même battre les nations qui sont en dessus d'eux au classement, en tout cas dans la phase de poule, parce qu'on a vu que la phase de poule, on se souvient à Riga, c'était une belle phase de poule, hein, à part le match contre les Lettons, le dernier, dans un contexte un petit peu spécial, et on va pas faire du révisionnisme en disant il fallait faire jouer tel et tel. C'était 6 victoires en 6 matchs. Il y a eu juste ce truc-là, ils étaient premiers de groupe. Moi, je trouve qu'il n'y avait rien de négatif à dire sur cette équipe-là. Donc, si elle continue à faire comme ça, qu'est-ce que tu veux dire que c'est mauvais? Non, tu peux pas. Mais... S'il y a une clause de sortie pour non-qualification pour les quarts de finale, ça veut dire que l'équipe de Suisse a perdu un de ses matchs contre la Norvège, l'Autriche, la Grande-Bretagne ou le Danemark. Ouais. Je vais dire manquer de respect à personne. Non. Bon, la Grande-Bretagne, on est d'accord que c'est pas une question de manquer de respect, mais ça doit même pas être une question. Je peux comprendre que le Danemark soit un petit peu pénible, mais Norvège, Autriche, ça doit aller. Oui. Et c'est le programme de l'équipe de Suisse en Tchéquie. Il y a Tchéquie, Canada, Finlande pour les gros. Donc, après ça va être un groupe sympa, au passage. Je trouve qu'il est plus difficile que l'année passée, en tout cas au niveau des gros, on va dire. Parce que après le Canada, on avait vu, ça avait passé. Mais la Finlande, on est rarement avec elle dans le truc, et ça passe assez peu souvent. Donc, faudra... Donc là, on verra d'ici. Prochain rendez-vous de l'équipe de Suisse, c'est en février, juste avant les playoffs. C'est le moment où on a tous sauf envie de parler de l'équipe de Suisse. Faut être clair. Et je pense que mais malheureusement, c'est comme ça. C'est les pauses d'équipe nationale. Et
toutes les fédérations ont droit d'organiser un tournoi chez elles, et puis c'est chacun son tour. Tu le mettrais, en fait, exactement, tu le mettrais où? Puisqu'il faut une pause à un moment comme ça, visiblement. Moi, c'est celle de décembre qui me casse le plus les pieds. Parce qu'on a à peine repris après celle de novembre. Ouais. Et c'est un peu une pause entre quoi et quoi, pour citer Kaamelott. Et c'est avant la Spengler, enfin avant la fin d'année, nous, on arrête le championnat en plus en Suisse, ce qui n'est pas le cas partout. Ouais. Mais il y a la pause de la Spengler, il y a la pause de l'équipe nationale de novembre, t'en as encore une là au milieu, puis là, le championnat, il avance pas. On est très vite, on se dit, oulala, déjà 25 matchs. Puis après, il se passe 6 mois, tu dis, on est à 30. C'est juste ça qui est un petit peu pénible, mais bref, on se voit en février pour parler de l'équipe de Suisse. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pari sportif après ce passage sur l'équipe de Suisse. Bon, on n'a pas parié la semaine passée, on aurait pu parier la Suisse perd, du coup on aurait été assez bien. Quoique non, parce qu'il y a eu deux matchs nuls. Et accessoirement, je me faisais la réflexion mardi soir. J'étais au match Ajoie-Fribourg et je voyais Fribourg, on en parlera un peu plus tard, peine tenter plus contre Ajoie et puis pas passer avec le handicap de 1 but à Ajoie. Je me dis, ça c'est typiquement un des matchs. Si on avait eu une soirée pronostic de la Loro, je pense que je me serais perdu dans ce match-là. Ou dans le Zug Langnau 3-2, oui. Le handicap qui ne passe pas. Alors qu'il y avait 3-0. Voilà. Ça, c'est les deux réflexions que je me suis faites mardi soir. Si on se plonge dans les matchs de jeudi soir, du coup, on va changer nos petites habitudes du vendredi. Malheureusement, il n'y a pas de... malheureusement, c'est égal. Pas de match vendredi. On va pronostiquer jeudi 7 matchs. Ambry-Genève, Berne-Ajoie, Davos-Bienne, Fribourg-Lugano, Langnau-Lausanne, Rapperswil-Kloten et Zurich-Zug. D'instinct, moi, plus de 4 buts et demi ou 5 buts et demi même à Fribourg-Lugano, ça me plaît beaucoup. Parce que Lugano, ils en marquent ces temps, c'est pas possible. Ouais. Et je sais pas, sans réfléchir plus loin, un over dans ce match-là me plaît. Et toi? On regardera les codes juste après. Ouais. Si je prends le même... la même intention du nombre de buts, je verrais bien un Davos-Bienne, parce que Bienne a récupéré des joueurs, on en parlera aussi après. Davos-Ambry, ils ont marqué assez rapidement 4 buts. Davos et Ambry sont clairement dit, c'est le premier match de la Spengler. Hein. Il n'y a pas de charge, allez on y va. On est là, on vient faire du spectacle, on n'est pas là pour... over 5,5 à 2,20 dans le match Davos-Bienne. 4,5 c'est un poil moins intéressant quand même, mais je pense que c'est à 1,60. 5,5 over 5,5 ça voudrait dire un 3-3 par exemple, ou un 4-2. Ouais, il faut rappeler des fois, parce que c'est vrai qu'on a des gens qui nous disent « Ah mais moi j'ai parié -1 en pensant que... » Et non, c'est 2 buts d'écart. C'est comme si on partait, s'il n'y avait pas 0-0, mais -1 à 0 en fait. Exactement. Et moi, celui que je disais justement, le Fribourg-Lugano, le plus de 5,5, ouais bon, là... Pas mal les bookmakers. Le plus de 5,5, il est à 1,75. Ah ouais. Tu vois, il était à 2,20 le tien Davos-Bienne. Donc là, 1,75 là. Donc il faudrait presque partir sur du 6,5. Là, ça commence à faire un peu beaucoup. Je risque de changer mon fusil d'épaule. Si on veut juste regarder Ambry-Servette, Servette est à 2,10. Sur le site de la Loro, Ambry est à 2,50. Berne est largement favori contre Ajoie. Ajoie est pas nul, disons, mais un Berne -1. Ça veut dire que Berne gagne avec 2 buts d'écart et à 1,75. Ouais, Berne, c'est une équipe solide quand même. Hein, donc, je pourrais me laisser tenter par ça. Mais je trouve que la cote n'est pas folle. Elle est à moins d'1,8 hein, pour 2 buts d'écart. Et on a vu. Hein, mais effectivement, Berne qui va perdre à Genève, qui doit un peu se reprendre à domicile. Je pourrais effectivement partir là-dessus. Lausanne qui joue à Langnau, on aime bien? Lausanne doit se reprendre, mais... Langnau qui est revenu, en fait qui a fait une fin de match pas mal contre Zug, je pense que ce sera peut-être plus serré que ce qu'on pourrait imaginer. Et... Un jour, il faudra qu'on prenne Langnau au sérieux. Je ne sais pas si c'est maintenant ou si on attend l'année prochaine, mais ouais, Langnau à 2,85, Lausanne à 1,95. On peut s'amuser à regarder les handicaps aussi. Sur le site de la Loro, Lausanne est à Lausanne -1, ça veut dire que Lausanne gagne avec 2 buts d'écart à 2,65. Ouais, ça j'ai un peu quand même de la peine. Rappi-Kloten à 3,10, Rappi c'est plus rien faire. Rappi a été pas mal contre Bienne. Moi, c'est ça qui me ferait dire, est-ce qu'ils sont pas en train un peu... Il y a que 4 étrangers en plus, donc... C'est un peu la dernière chance de Rappi. Pas la dernière chance. Non, mais on se comprend. Rapperswil perd contre Kloten... Ouais. Alors, justement, je regardais ça en me disant Kloten qui perd à Lugano et Rappi qui est vraiment pas mauvais contre Bienne. Je pourrais me laisser tenter par Rapperswil. Mais... Puis Zurich Zug... alors ça...
Ça, c'est juste, ça va être un super match normalement. Ouais. Mais on leur a touché. On verra. C'est pas évident, mais il y aura de quoi faire. Moi, mon over Fribourg-Lugano, je pense qu'il a une cote qui est pas suffisamment intéressante pour le jouer. Tu vas voir que je vais partir sur Lausanne et je vais me faire avoir, mais il y a de bonnes chances que je parte sur Lausanne. Ouais, alors moi pas, je pense. Pour savoir ça, c'est rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Demain, jeudi. Dès jeudi, ouais. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On commence par le match où j'étais présent mardi soir à Fribourg. Fribourg a bien joué pendant 35 minutes, puis s'est fait un peu peur, clairement. Je sais pas, tu trouves que 15-2 au niveau des shoots pour Ajoie dans le troisième tiers? Ils se sont fait rouler dessus. Mais c'était intéressant parce que j'étais avec en tribune de presse après 5 minutes dans le troisième tiers. Je dis à mon voisin de rage, je dis, mais il veut pas prendre son temps mort du B là, c'est pas possible. Ils se font tourner autour depuis le début du tiers. Il y a eu l'échappée de Vos, tir à côté. Il y avait toujours 2-0 à ce moment-là, mais ouais. Après, il y a eu 2 bons shifts consécutifs. Le temps s'est quasi pas arrêté pendant 3 minutes. 2 bons shifts consécutifs de 2 lignes. Puis à la fin du match, je dis à Dué, il dit, mais tu veux pas prendre ton temps mort là? Je l'ai pas dit de manière critique. Enfin, je l'ai pas sur ce ton-là, mais je dis, mais t'as pas hésité à prendre ton temps mort durant ce moment où c'était un peu compliqué? Il me dit, bah oui, mais il y a eu 3 minutes sans arrêt de jeu, donc déjà c'est un peu compliqué de prendre son temps mort. Puis il dit, en fait, ces 2 bons shifts en fin de présence, durant la fin de cette période-là, lui ont fait dire, bon, c'est bon, je pense qu'on est passé outre l'orage, on s'en est sorti sans dégâts, continuons comme ça. Mais il dit, oui, c'est clairement une option, et j'avais vraiment envie. S'il y avait un arrêt de jeu à ce moment-là, c'était clairement temps mort, parce qu'il a dit, on a adressé les choses au début, durant la deuxième pause, et il a dit, on s'attendait pas, enfin, visiblement, les joueurs s'attendaient pas à se faire prendre à la gorge comme ça. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression, avec Ajoie, dès qu'il y a eu le 2-0, ça les a un peu réveillés. Puis je sais pas, il y a cet aspect, il y a sûrement inconsciemment cet aspect psychologique de l'équipe à l'extérieur qui va mettre le deuxième, c'est bon maintenant. Puis on n'arrête pas de dire que le 2-0 c'est le pire des scores. Avec 8-1 et 9-0, je pense que c'est un poil pire, suivant de quel côté tu es, mais le plus dur à tenir, le 2-0, parce justement, t'as peut-être plus envie vraiment d'aller vers l'avant, puis en même temps, si tu vas plus vers l'avant, soit tu restes sur place, soit tu stagnes, soit tu recules. Et là, on a un peu profité, ça a failli mal se passer pour Fribourg. Je te propose qu'on commence à parler plutôt du HCA. Ouais. Avec une bonne nouvelle, la prolongation de Jonathan Eisen. Il y avait pas mal de rumeurs d'un potentiel départ de Eisen après 9 saisons, quand même. Il faut quand même se rendre compte de l'ère Eisen là-bas. 2 de plus, voire 3, vu qu'il a prolongé de 2 ans. Il avait envie de changer d'air, c'est ça que tu voulais dire? 2 ans plus option pour le club. C'est le club qui a insisté pour mettre une 3e année en option. Pour la simple et bonne raison que Jonathan Eisen devrait devenir suisse durant les 2 premières années de son contrat. Et donc, pour la 3e, ce serait un petit peu ballot de le voir partir avec son passeport à croix blanche dans la poche arrière. Parce que là, tu peux être sûr qu'il y a tous les autres, les 13 autres clubs de National League qui font « Oh, alors écoutez... » Alors les 13, je pense pas non plus qu'il y aurait une guerre des tranchées pour engager Jonathan Eisen, 36 ans. Mais c'est un... Non, c'est clair que Zug Zurich, on peut peut-être les enlever. C'est pour ça que je dis ça, mais je pense qu'une équipe, une quarantaine de kilomètres un peu plus à l'est, une soixantaine, Bienne, lui peut nous intéresser en tant que passeport suisse, ça peut tout à fait le faire. Julien Vauclair a dit non, on te donne volontiers ces 2 ans, on prend le risque de te donner 2 ans de plus. Ou le risque, c'est leur meilleur compteur, il a 21 points en 28 matchs, il fait une très belle saison. On est d'accord de te donner 2, mais par contre, si on te donne 2, on donne le plus 1. Et je pense que sur le marché, il n'y a pas grand monde qui donnait 2 ans à Jonathan Eisen. Maintenant, il aura 34 ans au début de la saison prochaine, la première de ses 2 saisons de contrat. Il aura 36 ans à la fin de sa 2e saison, et donc 37 au moment de commencer finalement la dernière saison. Ouais, je comprends l'idée de l'option pour le HCA. Puis lui, je pense qu'il est content. Il se dit, ça fait 3... S'il fait pas n'importe quoi, 3 ans d'assuré, parce que si après il est suisse, même s'il il a peut-être baissé d'un ton, c'est quand même, ça restera quand même mieux que ce que tu as sur le marché, surtout pour le HCA. C'est ça, c'est que pour le club, de bénéficier d'un joueur qui, en plus, s'identifie aux couleurs, c'est même, il a vraiment participé à la mue du club, au fait de le voir grandir,
On se souvient des larmes de De Vos quand le HCA monte en National League et puis qu'ils avaient signé pour Cloton, mais qu'heureusement, ils ont pu rester. Donc il y avait quand même ce moment là, on a beaucoup plus entendu De Vos que Hazen. C'est vrai. Et finalement, sans faire trop de bruit, il fait aussi partie, dans ton article tu mettais, il fait partie des meubles, évidemment que ces deux joueurs font partie de l'histoire intégrante et de l'histoire récente et vraiment de ce club qui, normalement, et quand on voit comment va la Swiss League, on voit que la Chaux-de-Fonds, normalement, ne pourra pas briguer la promotion. Ne pourra pas, ouais. Voilà, donc... Il reste en gros, si on se base sur ce qui se passe, il y a un peu Holton. Et Viège. Ouais, mais Viège, sportivement, là, c'est plus compliqué. Et puis, par contre, t'as Bâle qui est à un match de retard d'être leader de Swiss League, ce qui est quand même incroyable, et qui a une patinoire pour le coup, qui est valable pour la National League, mais qui n'a pas encore la structure sportive, je pense, pour briguer une promotion. Donc là, vraiment, à joie, en ayant engagé Sgragen aussi, ils ont je trouve qu'ils ont investi pas mal pour se dire, bon, on doit quand même être... On ne sait pas si on va réussir à gagner le play-out, si tant est qu'on doit le disputer contre le 13e, si on reste 14e. Mais par contre, normalement, face aux champions de Swiss League, suivant comment, on doit pouvoir s'en sortir. Donc là, à joie, c'est pas une autoroute pour la National League quand même, pour rester. Mais je trouve qu'il prend peu de risques, le Hazen, et c'est bien pour... Et je trouve que c'est bien, on doit mettre en avant le travail de Julien Vauclair, parce que je voyais aussi qu'il est critiqué par certains supporters jurassiens, qui disent « Oh ouais, bon, c'est facile. Puis pourquoi il n'a pas engagé Lino Marchini ?» Ouais, ok. T'as pas lu ça, rassure-moi. Ah, non, mais quand ils font la liste de certains joueurs qui sont disponibles, puis ils sont étonnés de voir un joueur, peut-être même un Kneubuller signé à Bienne. Puis t'es là, ouais, mais vous pensiez sincèrement qu'il allait venir à Ajoie. Il a quand même des suiveurs qui sont autrement plus, pas renommés, mais où c'est quand même un peu plus intéressant sportivement d'aller jouer que d'aller jouer à Porrentruy. Donc je trouve que là, il fait bien le job. Il y a un joueur qui a accepté de venir jouer à Porrentruy, vu qu'on est encore sur le HCA, c'est Jesse Sgragen, qui a joué un assez bon match, je trouve, contre Fribourg-Gotteron. Il a 17 minutes de glace. Il a fait du Sgragen. On ne s'attend pas à des envolées lyriques offensives. Mais par contre, c'est quelqu'un qui amène quand même une certaine présence physique. Il a une belle expérience aussi en National League. Ça fait un moment qu'il est là. Hein. Ouais. Il est arrivé en 2014 à Ambry. Ambry, Zoug, il a fait quand même... Il a 400 matchs de National League, il en a 399, il a fêté son 400e match dans pas si longtemps. C'est typiquement le genre de joueur qui va faire énormément de bien à Ajoie, à solidifier la défense, qui est ok, à part ça sur le papier, c'est pas derrière le problème, c'est vraiment, on l'a déjà vu, ils vont perdre 2-1 à Zurich avec un but dans les dernières secondes, ils perdent 2-1 contre Fribourg-Gotteron, c'est pas derrière que ça se passe pas bien, mais en plus maintenant avec Sgragen, avec Thierry, avec Scheidegger qui a été très bon aussi contre Fribourg, ils peuvent se permettre de mettre Rundqvist devant, après t'as encore des Pilet, Fischer, Fay, 2 étrangers, derrière, franchement la défense elle est vraiment, je pense que le talent offensif se monnaie beaucoup plus cher que la rigueur défensive, et dans la réflexion de Julien Vauclair, je prends là où je peux le plus facilement être à niveau, à savoir en étant solide derrière. Mais alors je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est pour ça que là aussi le travail de Vauclair est plutôt bon. Mais Sgragen, tu l'as dit, Pilet, Thierry et Fischer, c'est 4 défenseurs plutôt défensifs, assez solides. Il n'y a pas un peu abondance de même profil? Je pense qu'une équipe comme Ajor a jamais assez de joueurs qui savent défendre. Et avec 2 défenseurs offensifs comme Brennan et Gélinas, qui sont pas que offensifs, mais qui sont capables de porter le puck, qui sont capables de faire des choses vers l'avant. Un Scheidegger, on oublie, mais c'est quand même un défenseur qui est censé être un peu plus offensif. Mais chaque interview de Volvend il le dit, hein, ça commence par la défense. On doit bien défendre, on doit être solide derrière. Et si de temps en temps on a un contre, à nous d'être bon devant et à nous d'être capables de
de marquer sur nos rares occasions, mais défendons bien. Et donc, je trouve qu'au moins le coach et le directeur sportif sont parfaitement alignés dans la philosophie de jeu souhaité. Qu'est-ce que tu penses ? Ça me vient comme ça, j'essaie de réfléchir, je sais vite les rosters dans ma tête de joueurs offensifs qui pourraient être intéressants. Suisse, un Dario Siedler, alors il y a des questions de contrat, hein, on est bien d'accord, mais est-ce que si tu es l'agent de Dario Siedler, tu te dis, défenseur droitier offensif, il a quand même eu des fois des minutes de powerplay avec Lausanne, et il est visiblement pas tellement dans les plans en ce moment, en tout cas il a peut-être rien fait pour mériter, hein, mais est-ce que tu te dis, je suis un Vauclair, je tente un pari comme ça ? Moi je peux te dire clairement qu'il a tenté le pari déjà 10 fois. Ok. Mais au bout d'un moment, il faut que le joueur il ait envie. Dès qu'Ian Sopak accepte de poser de l'argent sur la table à Zurich en disant « Ok, pas de problème, j'accepte d'aller à Port-Rentruy finir ma saison », ça lui a sûrement coûté un petit quelque chose de le faire. Mais il a accepté parce qu'il savait qu'en allant là-bas, il aurait du temps de jeu, il aurait du powerplay, des responsabilités, il allait faire un pas vers l'avant dans sa carrière. Moi, tu m'as dit, si t'es l'agent de Dario Siedler, si j'étais l'agent de Dario Siedler, il serait pas à Lausanne actuellement. Ouais. Tout simplement. Mais en même temps, à un moment, rappelons-nous le moment où il signe, c'est l'ère Svoboda, on rappelle. Et j'aime pas citer les salaires des joueurs et je vais essayer de pas le faire là non plus, mais je connais le salaire de Siedler qu'il a, le contrat de Siedler, je le connais. C'est un montant débile. Vraiment, j'insiste, débile pour un joueur qui avait aucune expérience à ce niveau-là. Donc à un moment, je peine aussi à blâmer un joueur qui se dit bon bah attends, il y a une somme qui me monte à la tête et qui me fait tourner la tête. Non, je prends 3 fois moins ailleurs pour avoir un poil plus de glace. Ce serait la chose à faire, on est bien d'accord. Mais à un moment... Mais c'est beaucoup plus facile de le dire derrière un micro sans avoir le contrat sous le pif. Et surtout que ta carrière, elle peut s'arrêter si tu as le malheur de croiser un joueur sur la glace qu'il faut pas, au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un coin sombre dans la patinoire, enfin un arrondi sombre. Je vais pas blâmer un joueur qui se dit mais il est dingo machin de me donner ce contrat là. Bon bah merci Peter, on se voit pour les 3 prochaines saisons. Ça j'entends, hein. Par contre maintenant il a ce contrat en poche, il voit que sa deuxième saison il est de temps en temps en voyage à chaud de fond, ça se passe pas forcément bien. Ok bah les derniers mois j'accepte, je mets mon orgueil dans la poche arrière, je vais peut-être à Ajoie, mais bon ils ont beaucoup de défenseurs, hein. Ouais. Je vais ailleurs, oui, mais je pense qu'à Joie, maintenant avec Sgragen qui est arrivé, il n'y a plus cette place à disposition. Surtout qu'oublions pas que Sgragen, il amène une dimension physique, mais c'était quand même un défenseur qui avait une quinzaine de points à Ambry. Quand il quitte Ambry pour Zug, là on se dit, ah oui, il pourrait franchir un palier et devenir un peu plus un défenseur offensif. Il était tu branles la tête pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Non, il n'y a pas la vidéo, cherchez pas. Si, je t'assure qu'à ce moment-là, il est courtisé, Jesse Sgragen, quand il quitte Ambry pour Zug, et on le voit, on voit un potentiel à Zug dans ce joueur pour être un peu plus porté vers l'avant. Okay. Il ne l'a pas du tout réalisé, ça c'est une évidence, à la lumière des années suivantes, mais sur le moment, je peux te garantir que c'est comme ça que ça se passe. Il a reçu une jolie offre de Zug à ce moment-là. Hein. Il fait 50 matchs, 15 points, dont 6 buts. À Ambry, dans Ambry qui était quand même pas incroyable, qui venait de sortir d'une saison, ils ont joué le barrage. Bah ouais, mais derrière Azoug, il a complètement arrêté de marquer. Bon, après Azoug, en plus, il y avait encore Diaz à la Talo, enfin, il y avait pléthore de gars où tu te dis, faut quand même y arriver. C'est dingue, à part ça, cette saison à Ambry 17-18, il met 6 buts, et depuis, il en a mis 1. L'implacable appareil judiciaire. C'est incroyable. Il met une fois un but, t'as l'impression que, je sais pas, il a arrêté. Il s'est dit non, j'ai plus la touche tir. C'est la touche passe. Bref, Mesgragen pour le HC Ajoie, pour moi, bonne addition. Bonne addition. Oui. On passe directement à Fribourg-Gotteron. Absolument. Qui est quand même un peu sorti de la gonfle, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un enchaînement de défaites. En même temps, quand tu joues 2 fois Rapperswil puis derrière tu joues à Ajoie, entre deux, il y a eu cette défaite rageante contre Bienne vu qu'ils perdent en prolongation, mais c'est une sorte de coin flip. Ça aide à se remettre d'aplomb. Encore faut-il aller gagner. Ouais, bah c'est ça. Mais après, tu t'en fiches. On peut analyser la façon, la manière
Mais au final, au classement, c'est plus 3. Donc, ok, tu gagnes que 2-1. J'ai pas vu j'ai vu le match, je le regardais, mais c'était un peu à la fin. J'aimerais avoir ton sentiment, parce que je regardais les statistiques, puis je voyais le shot tracker de la ligue. Ouais. À un moment, ça s'arrête, les tirs de Gauthieron. À la 50e. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'après un tiers-temps, il doit y avoir... J'ai envie de dire 3-0, mais j'ai peur qu'on dise que j'exagère, mais honnêtement, on n'est pas très loin. Il y a eu des séquences de powerplay à 5 contre 5 de Fribourg-Gotteron qui étaient impressionnantes. Tchatcho a été très bon malgré le fait qu'ils prennent un mauvais but. Malheureusement, il a pas de bol là. Enfin, il a pas de bol. C'est un mauvais but, mais ça lui rend pas hommage parce qu'il fait vraiment un bon match, Tchatcho. Mais Fribourg, pendant 35 minutes, c'est la meilleure équipe sur la glace, mais largement. Il n'y a que 2-0 à ce moment-là, mais derrière, ils n'ont pas été bons parce qu'ils n'ont pas su planter le troisième. Puis quand tu mets le troisième, c'est fini. Là. Ouais. Les gens, ils se calment dans la patinoire. Ajoa se calme, il ne se passe plus rien. Là, ils n'ont pas été bons. Par contre, derrière, ça tient quand même vraiment, vraiment bien la route. Et le retour de Diaz fait pas de mal. Et moi, il y a un joueur que j'aimerais mettre en avant, c'est Maximilian Streuler, qu'on voit pas beaucoup dans le sens où c'est pas défenseur offensif. On doit pas le voir beaucoup finalement, à part ça. En tout cas, pas aujourd'hui. En tout cas. On l'avait vu une fois quand il avait fait une faute, il s'est ramassé 5 minutes. Oui, mais sinon, le but, c'est qu'il soit plutôt assez discret finalement, qu'il ait ce rôle de, on va dire, de défenseur, est-ce qu'on pourrait dire shutdown en anglais, un peu le défenseur qui éteint, ou en tout cas qui fait pas trop d'erreurs et pas trop de vagues. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'il a un potentiel largement plus élevé que ça. Oui, mais il est jeune. Justement, je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis d'accord. Moins on le voit, mieux c'est. Mais justement, je trouve qu'on commence à gentiment le voir, mais pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises comme au tout début de sa carrière. Mais il fait la paire avec Simon Seiler sur la troisième paire défensive. Et là, on commence à le voir sur les 3, 4, 6 derniers matchs. Il a tout le temps plus de 10 minutes de glace. À Ajoa, il y en a 11. Ce que j'aime bien, c'est qu'au début, il avait un peu tendance à... C'était un peu la patate chaude quand il avait le puck sur la palette. Et il s'en débarrassait assez vite. Il prenait pas de risque. Il jouait très simple et il sortait le puck de la zone. Il n'allait pas réfléchir plus loin, ce qu'on lui demandait très probablement. Voilà, c'est ça. Mais je pense que le jeu s'est un peu ralenti autour de lui. Et c'est un processus d'adaptation normal. Au début, tout va trop vite. Puis petit à petit, le temps pour prendre une décision a l'air naturellement de s'allonger. On voit qu'il est dans ce processus-là. Et pour ceux qui voient les matchs, on le voit de plus en plus. Quand il est bloqué pour une sortie de zone simple d'un côté, il va faire un petit coup de patin vers l'arrière, il va revenir derrière son but, il va faire une passe simple de l'autre côté à l'autre défenseur, il va plus juste se débarrasser de la rondelle. Et ça, je trouve que c'est des petits détails, mais ils sont très intéressants à voir. Et je trouve que maintenant, il a gagné sa place dans le top 6. Et on disait au début de saison qu'il devait mériter cette place, comme Bignas, qui fait de bonnes choses aussi offensivement. C'est des jeunes à qui on ne doit pas donner du temps de glace sous prétexte qu'ils sont jeunes. Jeunes, c'est pas une qualité, ok. C'est un potentiel, mais c'est pas une qualité. T'es pas jeune, donc on te met sur la glace. Non, c'est parce que tu mérites ta place. Et il n'y a pas de raison qu'un Mauro Dufner doive s'écarter sous prétexte que Streuler arrive. Par contre, à niveau plus ou moins égal, et je dirais même, si Streuler est très légèrement en deçà de Dufner, tu fais jouer Streuler. Parce que tu sais que... Il y a le potentiel. Voilà. Par contre, si l'écart est trop grand entre Streuler et Dufner, c'est l'exemple que je prends parce qu'on prend le bas de la défense de Gotteron. Si l'écart est trop grand entre les deux, là, tu dois arrêter. Et il y a eu une phrase qui était terrible, on en avait parlé à l'époque, je crois. À Langnau, en début de saison, il a 4 minutes de glace. Et ce soir-là, il a été coupé au bout d'un moment. Et il y a une phrase dans La Liberté. Alors... Pavel Rosa, pour ceux qui ont vu les pécalistes, c'est pas la personne la moins cash du monde. Hein. Il dit en général ce qu'il pense. En plus, il y a, j'allais dire, la barrière de la langue. C'est pas une barrière parce qu'il parle parfaitement le français. Mais je pense que des fois, il y a des nuances que nous, on pourrait être capable de mettre dans notre langue maternelle que lui va peut-être pas être capable de mettre ou pas. Voilà, il va le dire comme il le pense sans forcément utiliser peut-être un mot un poil moins percutant. Et en gros, à la question, mais pourquoi vous avez arrêté de faire jouer Maxime Streuler, la réponse a été parce qu'on voulait pas perdre. Bon, ok, c'est noté. Mais en même temps, c'est vrai, c'était dans son processus d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'au prochain match, il ne va pas faire de bêtises. Et il va encore en faire. Et il va continuer d'apprendre grâce à ces bêtises-là. Mais maintenant, c'est un défenseur que tu peux mettre entre 8 et 10 minutes sur la glace n'importe quel soir sans trembler. Et petit à petit, maintenant, ces derniers temps, il commence à être plutôt vers 12-14 minutes de temps en temps. Et c'est super parce que c'est un défenseur qui a que 20 ans. Il est d'octobre 2003.
d'un coup, je pensais derrière Streulet, donc dans les cages, on a Reto Berra qui a été excellent, qui s'est fait un peu blouser par le goal de Timashov, mais c'était pas forcément évident. Il est loin de son cercle, il me semble, de son demi-cercle. Mais ça me permettait de rebondir aussi sur les prolongations de contrat de Brian Rueger et Loïc Gallet. Oui. Donc les gardiens à Fribourg... Activation de l'option pour Rueger et prolongation de contrat de 2 ans pour Loïc Gallet. Ça veut dire que la question des gardiens à Fribourg, elle est plus ou moins réglée pendant... Oui. Qu'est-ce qu'on va dire, en tout cas les 2 saisons à venir. Exact. C'est comme plutôt agréable de pouvoir se concentrer ailleurs finalement pour Gerd Sennhuisern au niveau de son poste de directeur sportif. Surtout, moi je pense que on en a jamais parlé cette saison, mais comme on n'avait jamais parlé de Kevin Pache avant qu'il revienne à Lausanne, hein, oui. C'est totalement normal, je pense. Mais Loïc Gallet, il joue à Turgovie depuis le début de saison. J'ai ses stats sous les yeux. Il a 11 matchs, 94,1% d'arrêt, 1,8 buts encaissés par match. C'est excellent. Hein. Et le dernier match, il a 45 shoots cadrés par chaud de fond, 42 arrêts, 3 buts encaissés. Ça lui fait un 93,3% d'arrêt. Juste avant, il a été blanchi. Il a 2 blanchissages depuis le début de saison. Sur 11 matchs, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc, c'est un jeune gardien de 21 ans qui est clairement en train de continuer son développement. Fribourg a investi sur lui en le gardant sous contrat. Ça a été directement annoncé qu'il allait être à nouveau prêté la saison prochaine à Turgovie. Logique, parce que Rueger sera toujours présent. Et puis Janet aussi à Turgovie. C'est Janet à Turgovie, hein. C'est ça qui va partir à Bienne. Qui part à Bienne. Donc est-ce que lui, il aura... Une poste peut-être un peu plus de matchs. Il part numéro 1, j'imagine. Parce que là, il a déjà 11 matchs à part ça. Hein. Il joue pas un match sur 2 parce qu'il a chaque fois fait quasi chaque fois deux de suite. Avant de plus rejouer un petit moment. Mais c'est un jeune gardien qui a l'air visiblement assez prometteur. Moi, j'avoue, je l'ai vu jouer une fois un bout de match, je crois. Quand tu regardais Lawrence pour savoir s'il était bon? Non, c'était pas ce match-là. Mais j'ai vu jouer un bout de match. Je peux absolument rien dire sur lui. Je peux pas dire il est aussi comme ça. Enfin, faut pas restons à une autre place. Mais par contre, quand on regarde où il en est dans son développement, qu'il a finalement que 21 ans, mais à 21 ans, il en est quand même déjà à sa 2e saison de Swiss League, et l'année passée, il a fait 16 matchs à Winterthur, quand même. Mm-hmm. Donc, c'est une jolie solution pour l'avenir, j'imagine, de le garder sous contrat, après voir comment il continue de se développer, mais finalement, on peut le comparer à Kevin Pache. Et tu sais que dans ton pipeline, t'as Rueger et t'as Loïc Gallet. Je pense que ce sont 2 bonnes assurances en cas de petits pépins. Ça veut pas dire que Fribourg peut compter sur eux pour partir dans les playoffs si Berra est blessé. Hein. Absolument. Je dis pas ça. Mais le développement se poursuit bien. Mais j'ai l'impression que la Swiss League, qu'on a tendance à regarder, pas avec dédain de notre œil de National League, mais en se disant que l'écart est tellement grand maintenant que c'est difficile de trouver le bon petit joueur qui peut tout d'un coup être utile en National League. Mais j'ai l'impression que le développement pour les gardiens, par contre, ça c'est plutôt pas mal. Parce que on a vu Brian Rueger qui était bon en Swiss League, il vient en National League pour faire le backup de Berra, il est pas mal. On voit Loïc Gallet, des bonnes statistiques. On voit Pache qui va à Martigny, il est bon. C'est finalement... pour les gardiens, une bonne école. C'est peut-être plus difficile que d'être une bonne école pour des jeunes joueurs. Est-ce qu'ils préfèrent aller en Amérique du Nord? Puis après, finalement, jouer à 14 équipes en National League, tu préfères aller Tekien Sopa, même, et tu préfères aller jouer en bas de classement de National League plutôt qu'en haut de classement de Swiss League. Ça, c'est possible aussi, puisque finalement, il était avec les Getsek Alliance qui sont bien classés en Swiss League, puis il se dit... Ouais, mais si je peux avoir un peu de temps de glace, peut-être un peu moins, mais avec de la même qualité, powerplay, etc. Absolument. Plutôt intéressant. Mais je trouve que pour les gardiens, c'est une bonne école. Surtout qu'il n'y a que 14 places en haut chaque soir de match. Donc, si tu veux jouer, t'as pas trop le choix. Partir en Amérique du Nord pour un gardien dans la Ligue canadienne junior, c'est très compliqué. On n'en a pas vu beaucoup partir des gardiens suisses dans cette filière. Il y a Patnaud d'ailleurs qui jouait avec Martini, qui est aussi un gardien en devenir, hein, effectivement. Exactement, mais les jeunes gardiens, et Patnaud qui a les deux passeports, ce qui change aussi un petit peu la donne. Ouais. En CHL, ils ont quoi droit à un nombre limité d'étrangers? 2, je crois. Hein. Ouais. Et j'allais dire 2, mais je voulais être pas sûr de dire de bêtises. Mais vu que tu me fais 2 des doigts, on est bien.
Donc oui, je pense que c'est clairement la bonne filière de développement pour ces jeunes gardiens-là. Donc pour Fribourg-Gotteron, ça me semblait pas trop compliqué de re-signer le gars du coin pour 2 années supplémentaires. Fribourg, on a dit le prochain match, on l'a parlé lors des pronostics. C'est à domicile contre Lugano. Lugano qui doit faire face à une kyrielle de blessés parmi ses étrangers. Honnêtement, alors ils ont pris Kenville, mais ils sont quand même obligés maintenant de mettre Laleggia, défenseur, en attaque. Ça marche pas trop mal, étant donné que, alors tu me diras, c'est peut-être plus simple de jouer avec Joly et Turkauf, mais mine de rien, c'est quand même une solution qui est, on va dire, comme le classement de Roland-Guet. Ouais. C'est pas une solution à long terme. C'est profitable. Maintenant, ça marche pas trop mal, mais je me dis que tu peux pas aller sur le long terme avec cette situation et cette solution-là. Non. Granlund, c'est out pour la saison ou c'est 2 mois il est absent jusqu'à, je crois, mi-février ou quelque chose comme ça. Mais Carr, Granlund, Ruotsalainen, alors Ruotsalainen, normalement, c'est jusqu'à Noël, en tout cas fin de l'année 2023. Mais ouais, et Lugano qui arrive quand même à gagner 6-2 contre Cloton. Et le dernier match, en tout cas dont je me souviens, je pense qu'il y en a peut-être eu un autre, ou bien non, mais... Ils sont allés gagner à Langnau avant. Mais non, mais Lugano était venu gagner à Fribourg. Absolument. Avec un goal. Je pense c'était Rueger, c'était un goal de Carr aussi. Lugano, c'est 2 victoires, 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Lugano a gagné ces 2 matchs contre Fribourg-Gotteron. J'ai pas ça sous les yeux, mais de tête, je suis quasi sûr. À Fribourg, ça, je suis sûr en tout cas. Oui, c'est le soir du match, de la pénalité match de Strel, et j'y étais justement. Ouais. Au classement, si on rejette juste un œil, donc je disais avant que Fribourg a un poil sorti de la gonfle quand même, parce qu'il y a un moment, on se disait, quand même commencer à regarder un peu derrière. Hein. Ouais. Et 5 matchs, 4 victoires en 60 minutes, donc 5 matchs, 12 points, plus une défaite en prolongation, donc 5 matchs, 13 points. Là, ça se redonne un petit coup de boost vers l'avant. Hein. Ouais, pour le moins, ouais. Donc Fribourg est toujours 3e avec 6 points d'avance sur le 4e qui est Lausanne et un match en moins. J'ai l'impression que c'est la première fois de la saison qu'on dit que Fribourg a un match en moins par rapport à quelqu'un d'autre. 15 d'avance sur la barre à 22 matchs de la fin. Je pense que le petit passage positif qui vient de se passer permet peut-être d'éviter de trop regarder derrière pour les prochaines semaines. Ben alors justement, c'est les 2 matchs qui viennent finalement. Lugano-Zurich. Alors bon, c'est solide, mais Lugano à domicile, c'est tout à fait possible. Et puis après, Zurich, ce sera à Zurich. Ouais. Voilà. Tu te dis, t'as le droit de le perdre. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il te restera plus que 20... Moins de 20 matchs. Voilà. Avec sans faire une règle de 3, mais en regardant, en disant tu gagnes un match sur 2, t'es largement bon. On enchaîne avec le Lausanne Hockey Club qui a perdu le duel des Lions 4-2 contre Zurich mardi soir à Malais. Il y avait eu le fameux coup de patin. Vaudans Arena, s'il te plaît. Le fameux coup de patin de Ferk sur Pilot. Il y a eu le jugement et la décision. Ça a été 5 matchs. On va pas revenir là-dessus. Par contre... on peut clairement dire qu'on est surpris de ces 5 matchs et qu'on pouvait s'attendre à un poil plus si on estime que c'est une catégorie 3, ce que le PSO a jugé, a dit catégorie 3, fine. Bon, alors catégorie 3 maintenant, monsieur Knopf. Oui, exactement. C'était d'ailleurs ton commentaire à ce niveau-là, c'était plutôt pour... Et pour mettre en avant cette situation-là des catégories 3 et finalement du nombre de matchs. Et en lisant ce commentaire, je me suis posé la question, justement, tu name drop Knopf, ce juge unique. On a une question à ce niveau-là de Marco, qui nous dit « Salut l'équipe de Colfax. Petit commentaire pour rebondir sur vos dires de mercredi à l'article de Greg. Ce juge unique ne faudrait-il pas gentiment remettre en question sa légitimité? Au final, c'est qui machin, prononcé avec l'accent valaisan? Quelqu'un supervise son travail? A-t-il à répondre de ses décisions devant une instance supérieure? Ça commence à bien faire là. Meilleures salutations, excellente fête de fin d'année à vous deux. Marco, je précise que Marco, si je dis pas de bêtises, il est fan plutôt de La Chaux-de-Fonds. Donc, rien à voir avec... C'est pas un fan lausannois. Je trouve que c'est important de mettre
dans le contexte, parce que des fois on a des fans de clubs qui nous posent des questions qui sont souvent légitimes, oui, mais de dire que ça vient d'ailleurs, c'est... Qui ont souvent un côté un peu... forcément un peu partisan. Donc là, c'est pas le cas. Et je me suis posé la question de ce juge unique aussi en me disant, mais... Ouais... On a Ryan Gardner et tu vas me dire quel est l'autre nom de l'autre Piasso. Il y en a deux. Je sais plus. Et je crois que c'est une que c'est un ancien joueur aussi. Et il a... Dans son rapport, il met... non, mais là, le dernier coup de patin de Ferk, c'est... Ok, il doit reprendre son équilibre, comme il l'a dit. Mais le dernier, là, non. Et ça, c'est un ancien joueur. Et vraiment, tous les anciens joueurs qu'on a eus, nous, avec qui on a discuté, ils adhèrent pas du tout au... Tout le reste, c'est bon. Mais le dernier petit coup, là, il dit non, il sait où il est. C'est pas une question d'équilibre. Donc, en partant de ça et en voyant ce que préconise le PSO, c'est difficile. Et là, le juge unique, on a l'impression qu'il se dit ouais, mais on n'a pas trop envie de faire de vagues, j'ai pas trop envie de me mouiller. Il y avait eu l'histoire de Dauphin sur Moy. J'ai aussi vu des gens qui disaient est-ce que avec Rapperswil, qui était pas très content de ce qui s'était ramassé sur du fait que Dauphin a eu 4 matchs, est-ce qu'on a voulu un peu ménager le truc en se disant on va pas mettre 15 matchs à faire alors que Dauphin en a eu 4? Puis à ce moment-là, on revient sur ce qu'on avait dit quand il y a eu les 4 matchs de Dauphin, en disant qu'on était scandalisés, on disait que c'était le pire signal qu'on pouvait faire, et que si c'est effectivement le cas, on essaye de ménager un peu le truc, d'arrondir les angles, on peut le faire comme on veut, il y a plein d'expressions, les bidons, les trucs. Qu'est-ce que toi tu penses de ça, ce juge unique finalement qui nous surprend plus que le PSO finalement sur ses recommandations? Sur ce coup-là, il n'y a rien à dire du PSO. Il a fait juste. Enfin, il a fait juste. C'est pas une question de juste ou de faux. Moi, je suis en accord avec ce qu'il a écrit. Même si je l'ai écrit, je l'ai dit, on a assez parlé de cette histoire. Notre avis sur la charge, on l'a suffisamment donné. J'ai envie de dire, revenez à l'épisode de la semaine passée. Je crois qu'on est très bien. Sur la décision, j'ai fait un commentaire sur blick.ch où j'explique mon avis. Donc là aussi on va pas épiloguer des heures, et surtout on veut parler du Lausanne HC, pas que cette scène là, le HC qui est un peu la victime dans cette action. Puis on prend en otage la partie Lausanne HC pour parler ça. On parlera du match contre Zurich, vous inquiétez pas. Mais l'aspect Rapperswil, moi je l'entends, tout est politique on va dire, mais là il y a un aspect, je me suis fait taper sur les doigts. Je suis convaincu de ça. Parce que Rapperswil a meulé sur l'histoire de Dauphin, a raison en faisant recours. Et quand t'es juge unique, et d'ailleurs ils sont 2 les juges uniques, faudra qu'on m'explique, mais bref, ça c'est... pour peut-être justement à pas avoir... Ils sont moins uniques du coup s'ils sont 2. Faudra quand même qu'on m'explique. Déjà, il a droit des vacances. Hein. Déjà là ça part pas bien cette histoire de juge unique où ils sont 2. Pour moi il y a déjà un problème. Mais tu parais pas bien quand on te fait recours contre une de tes décisions, que ça va à l'instance supérieure, etc., qui donne quand même raison. Bon. Mais est-ce que là, moi, l'aspect 5 matchs, Lausanne ça meule, Rapi ça meule, mais finalement personne suffisamment pour qu'on aille plus loin dans l'affaire. Donc le feu s'éteint. En plus, on publie ça un vendredi. On espère que ils auraient dû attendre encore un poil. 16h30-17. C'est là que t'annonces les mauvaises nouvelles, non? Comme ça, tout le monde se tire. Ouais. Tu reviens le lundi matin, t'as déjà oublié. Ouais, mais nous, on travaille le week-end, donc ça marche pas, peut-être. Mais, ouais, moi, je suis emprunté de l'aspect on met en catégorie 3, mais derrière, on met pas... Le minimum. On met pas quelque chose en conséquence avec la catégorie 3. Et l'autre chose qui me fait dresser les poils, c'est l'aspect ouais mais bon Payet il avait qu'à pas essayer de le pousser par-dessus la bande aussi. Ça, je vais pas faire une comparaison avec ce genre de séquence dans d'autres cas qui est souvent essayé oui mais ils avaient qu'à pas faire ci ou ils avaient qu'à pas faire ça. Mais on en est clairement là et moi ça me fait dresser les poils. Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi je pense qu'on l'a dit quand même quelques fois à ce micro, mais quand on essaie de tout faire pour trouver une justification dans le comportement de la victime. Oui, mais là, quand même, il avait la tête légèrement inclinée à 42 degrés vers la gauche, donc c'est normal. En fait, il avait qu'à pas se mettre en danger. Non, là, on a un problème, je trouve. Et comme je l'ai écrit, s'ils me disent
On estime que c'est un mouvement totalement naturel du pied. Je dis pas que c'est le cas. Du coup, on met catégorie 2 et c'est dangereux. Il a son patin en l'air. Il doit... Très bien, mais là, ils ont mis catégorie 3 et pour moi, c'est pas normal du coup avec une catégorie 3 que tu te mettes que 5 matchs. Exact. L'histoire du juge unique, ça fait combien de temps que tu suis le hockey ? Ça fait... Je dis pas ça pour te shamer sur ton âge, hein. C'était pas l'idée. Ça fait bien 30... plus de 35 ans, quoi. Un poil plus que moi, du coup. Ça fait combien de temps que t'entends parler du juge unique en mal ? Ouais. Beaucoup trop longtemps. Je pense que ça doit bien faire... en tout cas 15 ans, j'ai l'impression qu'on a ce... Steinman, il me semble que quand nous on était moins anciens, le juge Reto Steinman, il me semble qu'une fois sur deux on disait mais il dit n'importe quoi ce juriste. Et justement l'histoire du PSO était venue pour un peu contrebalancer puis donner un peu l'aspect player safety machin. Il vient justement donner des indications de joueurs. Exactement, d'anciens joueurs qui vient dire au juge unique: en ma qualité d'ancien joueur, toi tu es juriste, alors qu'Alknoff a joué au hockey à un petit niveau, mais c'est pas grave. Pour prendre une bonne décision en tant que juriste, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 1500 matchs de National League. Absolument pas. Il doit interpréter un règlement, c'est pour ça qu'il est là. Et justement, il a une béquille, une sacrée béquille d'ailleurs, Ryan Gartner. C'est une échelle, il a une échelle sur laquelle s'appuyer et il vient puis il dit: voilà ce que moi, en tant qu'ancien joueur, j'estime sur cette séquence. Maintenant, fais ton travail. Je crois que c'est McTavish, le deuxième PSO. Voilà, ça m'a fait penser. L'ancien joueur. Et du coup, derrière le juriste, il doit juste appliquer Il a le droit d'avoir son avis, bien effectivement. Sûr, on lui mâche quand même un peu le travail en disant... Il y a une grille de lecture. Vu que je suis un ancien joueur, je te dis que non, il peut pas. Quand lui se défend en disant: oh, j'ai pas fait exprès, je te dis que moi, en tant qu'ancien joueur, non, ça, je n'adhère pas à ça, donc je mets catégorie 3. Voilà, à toi de... Je t'ai donné toutes les informations nécessaires d'un hockeyeur professionnel. À toi de faire le job. Et je trouve qu'il le fait de manière pas bonne pour le coup. Ouais, et puis au bout d'un moment, on peut mettre toutes les béquilles qu'on veut au type. S'il se prend quand même encore les pieds dans le tapis, ça fait déjà 2. Hein. Par ça, Ferke Dauphin, je trouve que c'est 2 très très gros... Des fois, on avait les coups, je sais pas, il y a eu Ria sur Riva, il y a eu des 7 matchs qui ont été pris. Et puis même Herzog qui a ramassé un gros truc et Bloom, voilà. Là, c'est deux choses qui étaient vraiment moches. Mm-hmm. Et on se retrouve avec 4 et 5. Et les signaux sont désastreux en fait. Ouais, absolument. Donc là, il y a eu une volonté récente plus ou moins récente avec l'arrivée du PSO d'aider le juge unique à prendre des bonnes décisions, mais au final, s'il ne prend pas la bonne décision, il y a quand même encore un problème. J'entends que le problème du juge unique doit s'améliorer. Et la solution d'une solution doit être trouvée. Le PSO aurait dû en être une, l'est visiblement toujours pas. Que faire ? Ouais. Bon. On n'a pas avancé. Hein. Non, mais par contre, on va continuer sur Lausanne parce Absolument. Que, comme tu disais, on va pas en faire des heures sur cette affaire-là, mais comme on nous a posé une question, on y répond. Lausanne, qui a marqué en 41 secondes, quelque chose comme ça, 2 buts, un peu de la même manière, hein, lancé au filet, une déviation involontaire d'un Zurichois, et puis après une déviation plus volontaire de Suomela. C'était assez... Je ne veux pas dire contre le cours du jeu, mais en tout cas, ils étaient très bien payés. Ça s'est moins bien passé par la suite avec une égalisation quasiment sur la sirène au premier tiers. 40 secondes après le début du deuxième tiers, Zurich était déjà revenu. Et puis, en toute fin de match, il y a une Pilot qui fait pas ce qu'il faut dans l'arrondi, qui n'arrive pas à contrôler le puck. Freuden qui... part du back-end et Bapache 3-2, 4-2 dans la cage vide. Finalement, Lausanne qui s'est fait piéger. Les supporters lausannois sont assez remontés sur l'arbitrage. On a aussi une question à ce niveau-là. Il y a eu un but. En fait, il y a eu aussi un but de Jason Fuchs qui a été annulé à la suite d'un coach challenge.
parce que Fuchs était dans la zone du gardien et qu'il a un peu gêné Hrubeč. Ça, je l'ai vu qu'une fois de loin sur un écran d'un voisin depuis la patinoire de Porrentruy, donc tu seras mes yeux sur cette scène. Ouais, bah, l'autre, je l'ai beaucoup décortiqué, mais pas celle-là. Il était sur le... Comment dire? Il était sur le... Dans le demi-cercle. Et ce qui gêne vraiment, je trouvais que c'était sévère, mais les arbitres ont passé quand même vraiment longtemps là pour le coup, parce qu'à un moment il y avait tellement de décalage qu'à un moment il restait 9 minutes, les tiers étaient terminés, hein. Donc je me suis dit c'est bien là, hein. Et moi j'avais pas l'impression sur l'image que j'ai vue assez furtivement, j'étais pas scandalisé qu'il soit annulé. Ouais. C'était sur la glace, j'ai l'impression qu'il donne but. Ouais, je crois aussi. Du coup ils ont tourné la décision à la suite des images vidéo. Puis alors par contre il y a un truc, c'est que le coach challenge a mis extrêmement longtemps avant de venir. À un moment, c'était genre, on vous laisse quand même bien regarder sur la tablette que vous puissiez prendre votre décision. C'est quoi, c'est 45 secondes ouais, il me semble qu'il y a une règle du genre. Mais là, je parle vraiment sans avoir fait mes devoirs, mais il me semble qu'il y a 45 secondes. Mais je suis assez d'accord avec toi. Ou est-ce que c'est quand NHL ou un truc comme ça? Mais en tout cas, on est d'accord que normalement, t'as pas 3 minutes. Là, j'avais l'impression, en voyant le temps s'écouler, que c'était vraiment longuet. Mais ça, j'ai pas pris le chronomètre pour voir si effectivement... Et je pense que ça sert pas à grand-chose. Mais il y avait un côté un peu... Ouais, mais alors, on vient de couper les cheveux en 4 sur une autre séquence. Par contre, il y a le 2-1. Parce que, avant de parler de ce 2-1, si on regarde... Juste les stats, j'ai quand même vu un bout du match, hein. Je me suis quand même planché sur ce match-là, mais si on regarde juste les stats, l'œil distrait dirait ouais, bon, Zurich 2,3 expected goals, Lausanne 1,6, 4-2, rien à dire. Le shot tracker, pas grand-chose à dire. Zurich a quasi été, à part le début du match, a toujours été un peu en avance. Mais il y a des moments justement où tu as des tournants dans les matchs. Et Zurich marque ce but à 19,59 par Nicolas Bechler. Et au début de cette séquence, déjà, il y a le puck qui flirte avec la ligne durant toute cette longue séquence en zone offensive. Mais j'ai regardé, j'ai bien zoomé. Vu qu'il y a eu tellement de temps après, le staff lausannois a aussi eu le temps de bien regarder. Il n'y avait pas hors-jeu. Le puck reste en zone offensive, ça tourne. Et là, il y a un slashing de Nicolas Bechler sur Pilot. Et là, il y a quelque chose à dire. Mm-hmm. Moi, je pense que là, c'est difficile de ne pas le donner, celui-là. Et plus que le but de Ronald, pas de Racine, ça j'y vais juste après. Plus que le but de Fuchs, plus que l'échappée de Kennins, où là on en a pas mal parlé, on s'est échangé avant en préparant cette émission. 50-50, tu peux le donner, tu peux ne pas le donner. Il y en a un qui tombe, il ramasse l'autre avec. Si on donne 2 minutes, je suis tout à fait OK. Si on donne pas, je dis rien. Mais tu m'as donné ton argument, en tout cas un de tes arguments que j'entends, c'est que Kennins gueule pas, donc tu peux te dire... Comme ça. Ouais. Si le joueur il dit rien, puis il se relève, puis il patine. Moi j'aime bien analyser le ressenti, la réaction des joueurs et le body language des joueurs, est très très souvent... Ça donne un peu le ton. Et là, il a rien dit, c'est relevé. C'était une bataille une bataille en échappée. Je dirais quoi, un léger avantage. Kennins est en train de passer devant. Et cette partie-là, j'entends qu'on puisse se poser des questions, mais on reparle d'autre chose. Revenons à Pilot et Nicolas Bechler. Et là, il y a un problème parce que Lausanne, à ce moment-là, mène 2-0. Il reste 1 seconde à jouer. Si Lausanne entre au vestiaire avec un avantage de 2-0 versus un avantage de 2-1, ça change toute la suite du match. Bon, c'est le pire score de 2-0, on l'a dit avant. Il paraît, ouais. Mais du coup, 2-1 et égalisé à 2-2 à la 22e, c'est pas mieux. Hein. C'est-à-dire qu'en plus... Effectivement, Lausanne, ça veut dire commence le tiers avec à 54 si tu mets le slashing à Bechler, parce que Pilot, il perd sa canne, donc en fait, il est inutile. On le voit à un moment, il essaye de pousser le puck avec son patin, et on a sur la glace Rochette, Ugly, et puis est-ce que c'est Kennins comme 3e attaquant à ce moment-là, peut-être que... alors, vu que c'est une possession zurichoise pendant un moment, ils peuvent pas changer. Ouais. Mais pour la fin de tiers, c'est avoir Ugly comme attaquant, qui est pas le meilleur attaquant défensif peut-être. J'étais un peu là à me dire... mais effectivement, si tu peux pas changer... C'est ça. Donc, là, pour moi, il y a un problème là. Et au-delà des statistiques où on peut se dire que Zurich a mérité sa victoire, il y a vraiment de quoi l'avoir en travers, parce que le but qui relance le match zurichois, il est entaché d'une erreur d'arbitrage. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à ce micro, on n'est
crie pas trop au loup sur les erreurs d'arbitrage. On est plutôt à dire, à essayer de comprendre ou d'interpréter, mais là, difficile. Hein. Alors, on a une question d'Owen Kling qui nous dit « Hello, en tant que fan de Lausanne, je ne comprends pas les décisions de l'arbitre. Autant le but annulé pour moi, c'est logique. Bon, donc voilà. Hein. Merci. Mais le reste, il y a des pénalités pas sifflées ou inexistantes. Après tout, je suis un fan avec un avis peut-être pas autant bon que vous. Bon, bah alors, il n'y a pas de souci. On a un avis, ça veut pas dire qu'il est bon ou pas bon. Hein. Alors, je recherche un avis d'un professionnel comme vous. Merci. Puis après, il nous fait une capture d'écran de Pascal Hugenbuller. De plus, un arbitre zurichois qui siffle un match du TDSC. Alors, Zach Stenstra, oui. Hein, le linesman, tu me diras linesman, arbitre, voilà, mais Stenstra, il est vaudois et il fait même partie du club du 4e ligue ou je sais pas quoi. Il a joué pendant 10 ans au Lausanne HC. En tant que Lausanne 4 clubs, 2 en 4e ligue et en 3e ligue. Alors, mais je trouve que, alors, effectivement, si tu veux éviter toute théorie comme ça, bah tu mets pas un arbitre, t'essayes, en tout cas, ça veut pas dire que c'est possible. Hein. J'allais y venir. Admettons que tes 2 meilleurs arbitres soient zurichois, que t'as une finale Zurich-Genève. T'as pas le droit de mettre tes meilleurs arbitres sur la glace sous prétexte qu'ils ont le malheur d'être nés sur les bords de la Limate. Ouais. Puis du coup, tu mets des arbitres nuls. Bah nuls, j'exagère. Ouais. Des arbitres moins bons que ceux qui devraient parce que... Non, moi Et on l'a eu quelques fois aussi sur certains arbitres qui habitaient dans la région de Bienne, je crois, pour nous expliquer Aïssif, Bienne. Non. Pour moi, un arbitre qui rate une faute... En fait, c'est pas parce qu'il est zurichois ou saint-gallois ou il était mauvais. Et là, je pense, et je sais pas, j'ai pas vu quel arbitre était de quel côté, quel arbitre rate ce call-là. Est-ce que c'est lui? Peut-être. S'il nous pose la question concernant cet arbitre précis, j'imagine que c'est le cas. Mais faut jamais sous-estimer le fait qu'un arbitre puisse être nul. Avant d'être malhonnête. Ouais, non, c'est vrai que pour le coup, on a quand même toujours essayé de... C'est pas forcément pour défendre l'arbitrage, mais si on commence à entrer dans ces choses-là, c'est où on a peur parce qu'on se dit « Ah ouais, mais en fait, sa femme, elle est zougoise. Et oui, mais son fils, il est à l'école à Grange Paco. » Donc voilà, ouais, après, on s'en sort, je trouve qu'on s'en sort plus. Parce qu'on va toujours pouvoir trouver quelque chose. Maintenant, ma foi... plutôt que de dire c'est parce qu'il est zurichois, il y a eu des décisions qu'on n'a pas forcément compris, effectivement, et qui ont eu un impact sur le match. Est-ce que Lausanne peut se sentir frustré de cette issue? Largement. Voilà, très certainement. Et puis la meilleure réponse va être d'aller gagner à Langnau, même si c'est pas facile d'aller gagner à Langnau, hein, ça on le sait. On a aussi Marc Egui qui nous pose cette question. Bonjour, est-ce qu'il y a des discussions pour ouvrir l'accès au coach challenge sur des potentielles fautes qui entachent les buts? Le match de hier pose problème à Lausanne et Zug a perdu un match contre l'Automne il y a peu de temps avec de grossières erreurs d'arbitrage. Selon moi, ce serait une bonne solution pour éviter de passer 1 heure par match dans la vidéo, de mettre en place le challenge sur ce type de scène pour l'équité du sport. Joyeux Noël. J'entends l'idée. Mais alors, à ce moment-là, si on commence, mais je veux revenir avec le coach challenge sur un slashing, ou je veux revenir sur un coach challenge sur une obstruction, ou je veux... Ouais, alors on va pas s'en sortir. Hein. Non, ça, c'est ma grande crainte. C'est que ça nous fasse des matchs à rallonge, que finalement chaque décision soit revue à la vidéo. Alors, je suis pas favorable à toi? Non, je pense qu'il faut pas le... C'est la boîte de Pandore après. Et puis, s'ils le font pas ailleurs, c'est aussi que, ma foi, on aime dire que le hockey est un jeu d'erreur, puis c'est celui qui en fera le moins qui va gagner. Donc, il faut partir du principe que, ma foi, même si c'est frustrant, évidemment, j'entends bien les supporters, c'est frustrant d'avoir des fois le sentiment d'injustice criant et de se dire ah ouais, c'est encore nous qui nous faisons avoir, et que c'est souvent Stéphane Rochette aime dire aussi que ça se lisse, hein, sa fameuse loi de la moyenne pour dire les calls à un certain moment sont favorables, puis à un moment ils sont défavorables, puis au final on va arriver plus ou moins à une sorte je sais pas si c'est une équité, mais une sorte de médiane.
Ouais, voilà, mais c'est vrai qu'on a encore une autre question de Florent qui nous dit salut à vous deux compères du mercredi, qui dicte ma rentrée du travail. On ne sait pas s'il va bosser aujourd'hui, mais on se réjouit qu'il puisse nous écouter à 17h. J'aimerais réagir au premier but zurichois face à Lausanne. Le slashing sur Pilot me semble royalement clair, et si j'extrapole sur le breakaway précédent, la faute sur Kennins me semble également assez nette. Alors, on en a déjà parlé. J'aimerais simplement savoir dans quel cas et jusqu'à quand le coaching staff peut demander un coach challenge. Parce que si le coaching staff lausannois n'a pas demandé de coach challenge sur cette séquence, soit la règle ne le permet pas, soit le coaching staff lausannois ne comprend pas le hockey, soit beaucoup plus probable, je ne comprends rien au hockey. J'espère que vous me lirez et m'éclairerez à ce sujet. Ben merci pour la question. Déjà, ouais, je pense qu'on a pas mal répondu. Et non, sur une séquence comme celle-ci, le coach challenge ne peut pas être demandé. Et justement, pour la raison qu'on a expliquée auparavant, je pense que ça rendrait juste le match insupportable. Déjà que là, on a des fois un peu tendance à aller à la vidéo pour certaines choses. On peut se poser des questions. D'ailleurs, tiens, vu qu'on y est, j'étais à jouer à Fribourg, mais du coup, j'aurais pu en parler avant. Il y a eu une séquence dans le 3e tiers où ils ont donné une pénalité de match à Sprunger. Et là, tu as vraiment l'impression qu'ils donnent pénalité de match pour se dire on n'a pas vu. L'autre est sûr. Enfin, Fabio Arnold est dans le coma sur la glace ou presque. Non, il a pris un coup, il est au sol. Là, les médecins sont en train de le soigner. On ne sait pas. Bon, match. Puis comme ça, on va voir. Et en un sens, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de réfléchir. Quand je dis qu'ils n'ont pas vu, j'exagère. Mais c'est plus pour dire le côté match pour pouvoir aller voir. On va voir. Au pire, maintenant, ils ont l'occasion de revenir à 2 minutes. S'ils estiment... Et on a tout de suite vu les images. Là, j'étais tout proche d'un écran parce qu'il y avait le staff de Fribourg juste à côté de moi avec des écrans. Et on voit les images. J'étais là. Mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et ça a duré 2 minutes. Les arbitres sont revenus sur la glace. Rien du tout. Tu revas sur la glace. Malheureusement, collision au milieu de glace. C'est presque Arnold qui lui rentre dedans. Mais voilà, c'est une collision qui m'en arrive 10 000 en hockey par match. Mais au moins, ils ont pu. Et ça, il y a quand même une évolution dans l'application des règles, dans l'utilisation de la vidéo qui est bénéfique. Et sur ce coup-là, c'était une bonne chose. Par contre, effectivement, dans un monde idéal et dans un monde où une décision peut être revisionnée très rapidement, si tu peux faire un coach challenge, puis dans les 10 secondes, tu as quelqu'un à Folketsville dans les bureaux de MySports qui dit moi je suis un arbitre, hein. Je peux juger très rapidement s'il y a eu une erreur, puis je dis à l'arbitre sur la glace tu t'es planté 2 minutes à ce Nicolas Bechler, t'annules le but. Mais si ça dure 5 minutes, malheureusement, ou 3 minutes, parce qu'il faut aller, il faut prendre la table. Recaler. Et on voit, c'est à chaque fois long. Et malheureusement, je crois que c'est pas possible. Mais moi, j'adorerais parce que le but de la vidéo, le but de l'arbitrage, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est pas vrai, qu'il y ait le moins d'erreurs possible ou que les actions soient jugées de la même manière finalement, que 2 coups de canne sur la canne de l'adversaire ou sur les mains de l'adversaire soient les 2 sanctionnés de la même manière du côté Absolument. A et du côté B de la glace. Et là en l'occurrence, ce qui est rageant, c'est que Lausanne fait un bon match contre Zurich. Lausanne est dans une bonne passe, a aussi le vent dans le dos, parce que toi tu me disais les buts lausannois ils tombent pas de nulle part mais pas loin. Finalement, certes, mais Lausanne avait justement été capable de mener 2-0 contre une excellente équipe zurichoise. Et s'ils tiennent ce score jusqu'à la pause, alors il reste encore 40 minutes de hockey. Zurich peut marquer rapidement 2 buts. On n'en est pas là. Mais c'est juste un peu dommage. Par contre, après le 2-2, moi j'ai bien aimé d'avoir un Lausanne qui ne s'est pas laissé démonter. Et ça prouve aussi que c'est une équipe qui est saine, de gérer ces émotions-là et de ne pas paumer le match, de pas balancer le match de rage ou de pas rentrer dans un jeu de frustration. Et ça, je trouve que ça a clairement apporté à leur crédit. Il y a juste un truc qui m'a surpris, c'est que j'ai vu que le temps de glace le plus élevé du Lausanne Hockey Club, c'était pour Théo Rochette, et alors qu'il était incertain. Ça m'a frappé de me dire pour un joueur incertain de l'avoir avec quasiment 20 minutes et on voit qu'il a vraiment plus que les autres les autres attaquants. J'étais surpris de cette c'est juste une constatation. Il finit le match je crois à -2, mais nous le plus minus c'est pas une statistique qu'on met en avant. Et comme on disait, oui, il est sur la glace pour le goal de Bechler, mais peut-être qu'ils auraient bien voulu pouvoir changer les lignes, etc. Enfin, c'était pas forcément volontaire, et qu'il aurait dû avoir très vraisemblablement une pénalité contre Bechler et un powerplay pour commencer le match. Mais voilà.
Mais sinon, Glauser aussi qui était blessé avec l'équipe de Suisse. Il y a eu un moment dans le match où je crois que c'était contre les Tchèques. Comme il n'avait pas joué avec Lausanne, il était quand même allé avec l'équipe de Suisse. Il se blesse à un moment pendant le match avec l'équipe de Suisse. Tu te dis... Ouais, alors là, je peux comprendre le club qui se dit la prochaine fois, vous nous le prenez pas du tout, hein, vous le prenez au mois d'avril pour aller au championnat du monde, mais pas avant, hein, parce que si c'est pour nous le briquer avant, ça va pas le faire. Mais il était là, il a joué ses minutes avec Juice. Et on peut juste mettre encore en avant Fabian Eldner, quart d'heure de glace contre Zurich, il a une passe décisive et il était présent à Zurich. Moi, je l'ai bien aimé. Ouais. En Zurich en équipe de Suisse, donc moi je l'ai bien aimé dans le match que j'ai vu contre la Suède. Toi, tu l'as vu contre la Finlande, t'as fait un peu attention ou pas plus que ça, ou il t'a pas sauté aux yeux? Il m'a pas sauté aux yeux, pas plus que ça, mais honnêtement, il est en train de revenir à un niveau vraiment tout à fait correct. Le Fabian Eldner qui avait été sélectionné en 2021 au championnat du monde à Riga. Ouais. Alors, entre Frick et Eldner, j'étais plus surpris de voir Frick sélectionné que Eldner, vu le début de saison des joueurs cette année. Mais la question, c'est, on peut aussi se poser... Pour Lausanne, on sait qu'ils ont toute leur défense jusqu'en 2025, donc c'est très bien, parce que c'est pas en 2024, donc il y a encore... Mais il faudrait aussi peut-être commencer à envisager de reprolonger quand même quelques joueurs pour être sûr de ne pas se retrouver façon Martin Steinegger avec toute la défense qui arrive en fin de contrat. Donc je pense que Eldner, moi je serais John Foust. Je lui repropose un contrat, en tout cas. Je sais pas ce que toi t'en penses. Oh ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Si on se penche sur la suite du calendrier du Lausanne HC, se rend à Langnau jeudi soir, avant de se rendre à Genève samedi soir. 2 déplacements pour terminer l'année. 3. Ils se rendent à Villars, chez Rolonguet et son HC Villars. Si par malheur Villars bat Lausanne, sachez qu'il y aura une émission spéciale des Pécalistes lundi. Hein. Mais association Villars qui accueille Lausanne le vendredi 29 décembre à 19h, on touche 10% sur tous les tickets qui sont... Non, c'est pas vrai du tout. Par contre, pour les fans du LHC, entre Noël et Nouvel An, vendredi 29 décembre, il y a un match à Villars. S'ils se disent que la classe Spengler, c'est chiant. Voilà, je garantis pas que toute l'équipe du LHC soit présente sur la glace ce soir-là. Peut-être que Sidler va jouer. Ah ouais, c'est vrai. Mais 2 matchs à l'extérieur pour terminer cette phase de championnat. Au classement, Lausanne est solidement installé dans le top 6 avec 54 points en 32 matchs, certes un match de plus ou 2 matchs de plus. Ce match contre Genève samedi, ça va quand même un petit peu déterminer en un sens, vu que Genève est quand même l'équipe chasseuse, on va dire. C'est les fameux matchs à 6 points dont on peut commencer gentiment à parler. Mais si Lausanne va le gagner, celui-ci, ça fera un sacré coussin sur la 6e place. Hein. Ouais, je pense que là, tu as raison. Si Lausanne fait... déjà, rien que de faire 3 points sur ces 2 matchs qui viennent, tu seras déjà pas mal. Et puis, si tu en fais par contre plus que 3 et au mieux 6, là, tu finis vraiment, vraiment bien l'année. Terminons ce tour d'horizon des clubs romans avec Genève et on enchaînera avec Bienne. Genève qui a battu Berne 2-1 après les tirs au but et a donc, il y a eu 2 héros si on peut dire, c'est Tanner Richard et Jussi Olkinuora qui a pas encaissé beaucoup de buts puisqu'il n'en a pris qu'un et que dans la séance de penalty il a tout arrêté. Ouais. Donc 3 victoires de suite pour Genève. Tu comptes la Champions ou tu ne parles que du championnat. Ils ont perdu. 6-4, gagné à Rapperswil 3-1 et gagné après prolongation. Donc c'est 3 matchs, 8 points pour Genève. On parlait des matchs à 6 points. Si Genève veut remonter dans le top 6, ça passera forcément. Alors plus que une victoire, une défaite, pour le coup. Hein, ça suffira sans doute pas. Il faudra faire une bonne séquence. Ils peuvent terminer l'année sur une bonne séquence. Justement, ils reçoivent Lausanne le 23. Et puis,
Où est-ce qu'ils vont déjà Non, jeudi ils vont à Ambry jeudi, pardon. Voilà. Ils vont à Ambry jeudi et reçoivent Lausanne. Pour revenir sur le match de mardi soir contre Berne, Maninen absent. Ouais. Ce qui est rageant parce que la paire Maninen-Artikainen, on en parle peu. J'en parlerai dans mon analyse de newsletter de jeudi matin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, déjà, pas merci. Non, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est possible sur le site d'Oblique, onglet newsletter. Puis là, vous mettez votre adresse. Et chaque jeudi matin, j'essaie de faire d'autres choses que sur le site. Ça ne veut pas dire qu'elle s'y retrouve pas un peu plus tard, mais j'essaie de faire du contenu exclusif pour ma newsletter avec des analyses, avec des prises de position, des avis, des machins. Puis on met un petit édito. Petit conseil hockey manager de temps en temps, c'est jamais perdu. Donc bienvenue si vous voulez vous abonner, c'est pas perdu et c'est gratuit évidemment. Je vais faire mon analyse de newsletter sur la paire Artikainen-Maninen qui est complètement mal payée depuis des semaines. C'est vraiment criminel à ce niveau-là. Il y a sur les 10 derniers matchs, j'ai sorti les chiffres en préparant, je les ai pas sous les yeux, mais ils sont pas très loin. Mais sur les 10 derniers matchs avant celui de Berne, Artikainen est l'attaquant qui a le meilleur expected goal for de Genève Servette avec, tiens-toi bien, 73,5% d'expected goal for à 5 contre 5. Ça veut dire que 73% des actions de but quand il est sur la glace sont en zone offensive. Ouais. Le deuxième, c'est qui ? C'est Sakari Maninen, évidemment, avec 69,84%. Donc les deux, en gros, 7 chances de but sur 10 sont en zone offensive quand ils sont sur la glace. Mais c'est quoi le problème ? C'est de trouver le troisième gaillard qui va avec eux, parce qu'on a eu Miranda, on a eu Joris, on a Rod. Excellente. Le Corsi for de la ligne Joris Artikainen-Maninen qui a été composé assez récemment. Il n'y a que 85 minutes de glace, c'est pas ouf, mais quand même, c'est 66,9% de Corsi en leur faveur. Donc cette ligne-là, je pense que là, ils ont clairement trouvé potentiellement quelque chose et c'est pour ça que je trouve ça assez rageant que Sakari Maninen soit pas là pour ce match. Blessure au haut du corps, ils avaient espoir de le voir jouer, donc il y a espoir de le voir jouer à Ambry ce jeudi. Il y a eu une scène qui a fait aussi discuter. Bon, il y a eu plusieurs scènes. Il y a eu Marco Miranda qui a d'abord raté une cage vide. Il a trouvé le moyen de pas mettre le puck au fond. Il a trouvé un angle. C'était pas évident, mais il a réussi. Face à une cage vide, non, c'est malheureux, j'ironise, mais il vit pas une saison offensive incroyable alors qu'il a tout pour bien faire. Et après, il prend une pénalité pour un slashing en zone défensive. Après son slashing, juste après, il récupère le puck, il part seul au but, mais il était rattrapé par la patrouille, alors, au sens propre du terme. Il tape le gant. Oui, il tape le gant. Il y a quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est vraiment flagrant ? Là aussi, je me demande. Faut... Quand on doit zoomer et puis on doit faire un... C'est difficile des fois. Hein, quand on fait c'est comme l'histoire avec Kennis où je faisais presque image par image pour voir. Et je me dis, on a ce luxe-là, pas les arbitres en live, donc pas de souci avec ça. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce Genève Servette qui, tu disais 8 points sur 9 possible, avec un gardien qui te solidifie quand même passablement ton système, avec un Onka qui va finalement pas trop mal non plus. En plus, c'était drôle parce qu'il y avait Maurer de l'autre côté, finalement. Ça, c'est quand même un truc. Le 10, qu'on est quoi, le 19 décembre ou le 20 décembre, tu joues dans le vestiaire X, puis tu retournes dans le vestiaire Y. Là, je dois dire que tous ces prêts qu'il y a eu, en plus, pour vous dire... T'as pas encore lu ma newsletter de demain, c'est mon édito. Ouais. Mais pour vous dire que Hockey Manager, pour être sûr que les points sont comptabilisés, dès qu'il y a un Kinchi qui passe, il faut qu'on le mette dans la bonne équipe. Et il faut se mettre des reminders parce que une fois c'est le 15 janvier, une fois c'est le 31 janvier, une fois c'est le 31 décembre. Ouais, je trouve ça vraiment très très bizarre. Il y a plusieurs cas qu'il faut séparer par contre. Il y a Ken Sopa qui est prêté par Zurich à Ajoie ou Enzo Gebe qui est prêté par Zurich à Davos. Certes, Zurich et Davos, c'est des équipes qui sont potentiellement rivales, mais
Guébé, il jouait à Getse, donc c'est plutôt pour le bien du joueur. Ouais. Sopa, il jouait à Getse. Zurich n'a pas renforcé... Enfin, si, Zurich a renforcé Ajoa, par contre, Zurich n'a pas renforcé un rival. Ça, c'est un cas c'est les gens de prêt que je trouve totalement normal. Cloton, qui prête un défenseur, certes qui joue pas chez eux, mais c'est pas la question, qui prête un défenseur à Berne. Berne qui est quand même... Alors, est-ce que c'est un rival de Cloton? Je sais pas. Mais c'est quand même le 12e qui aide le 5e dans ce coup-là. Je sais pas, on marche complètement. Bon, le 5e avait aidé le 12e en prêtant Enauer. Ils n'avaient pas rompu le contrat? Non. Alors, est-ce qu'ils l'ont rompu depuis? Mais en tout cas, à l'époque, c'était un prêt jusqu'au... je l'ai noté, je me suis mis un reminder pour ne pas oublier de le remettre potentiellement à Berne si jamais. Donc, c'est assez... mais peut-être que je me trompe. Hein, peut-être qu'entre-temps, il y a eu... ils ont rompu le contrat et tout, mais c'est bizarre. Parce que finalement... Si c'est jusqu'à la fin de la saison, bah c'est clair. Il n'y a pas de problème. Mais là, ces trucs où ça fait 3, 4 matchs, 5 matchs, un mois, on s'y perd vraiment. Et là, il y en a plein. Et tu te dis, vous ne pouviez pas faire Kinchy Enauer, faire un 1-1 à l'époque. La défense de Berne à Genève contient Simon Kinchy, prêté le jour même par Cloton, contient Marco Maurer, prêté par Genève à Berne, contient Ville Poca, prêté par Bienne à Berne. C'est-à-dire que la moitié des défenseurs bernois sur la glace à Genève sont des joueurs prêtés par ailleurs. Exactement. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas de défenseurs prêtés par Onka d'un côté, enfin, moi je comprends vraiment pas. Et aussi, moi je me mets à la place des supporters. Un jour, t'aimes pas Marco Maurer parce qu'il joue pas pour toi, puis quand il joue pas pour toi, tu l'aimes pas. Puis le lendemain, il met une tarte à quelqu'un d'autre, puis il dit « Ah, mais il est super, ce Marco Maurer. » Mais alors, dans 3 semaines, par contre, je vais de nouveau plus l'aimer. Enfin... Je sais pas, ces prêts-là devraient être quand même beaucoup mieux encadrés. Ouais, mieux réglementés. On a vu l'année passée avec un Guillaume Maillard qui était prêté à Bienne pour gagner du temps de glace. Bienne avait besoin de joueurs parce qu'ils avaient des blessures. J'entends. Ouais. Mais là, il me semble qu'il commence à avoir vraiment un petit peu trop et je me demande à quel moment ça va allumer une lumière quelque part dans les bureaux. Est-ce qu'on n'est pas un peu de retour avec Yannick Schwendener qui avait fait à peu près 6 clubs de... Hein, c'était le gardien qui avait été prêté. Il était venu à Genève. Je ne sais plus encore quelle autre équipe dans quelle autre équipe il avait évolué. Mais on se souvient de Schwendener qui avait fait beaucoup qui avait fait 2 ou 3 clubs de National League puis qui avait été plutôt pas mal et ça devenait un peu le pompier de service super et c'était totalement absurde finalement aussi de se dire mais on s'y retrouve plus finalement. Ouais, puis là il y a eu c'est encore un autre cas, mais il y a eu les contrats temporaires. Enrique Capala il signe un contrat temporaire à Genève, derrière il signe un contrat temporaire à Lausanne, c'est le rival en plus de Genève. Je sais pas, moi il y a un côté où je me dis mais nous on suit ça peut-être un poil plus loin, mais moi je me mets à la place du fan de Genève là samedi. Peut-être, bon il joue pas à Lausanne en ce moment, mais peut-être sur la glace le gars qui va marquer le but décisif, c'est Enrique Capala qui en début de saison était était apprécié à Genève parce qu'il produisait bien offensivement. Je sais pas, c'est faire un peu attention, je trouve, avec les émotions que tu peux générer positivement ou négativement. Je dis pas que le transfert de Simon Kinchy de Cloton à Berne a provoqué un tremblement de terre à Berne. Mais non, mais il y a un côté finalement aussi par rapport à ça. Donc ouais, là ces derniers temps, les transferts m'ont aussi un petit peu agacé, comme toi. Mais Olkinuora, en tout cas, Genève s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. On a les dates d'ailleurs, c'est quoi? C'est le 9 janvier et le 16 janvier. Ouais. Premier match à Genève, 20h15, puis le deuxième à Roma, c'est quoi, 17h et des brouettes, un truc comme ça. Ouais, tu m'as écrit ça hier. Ouais, 7h30 je crois. Ouais, à 17h30 le 16 janvier. Oui, parce que c'est pour savoir quel vol tu prenais pour aller à Rauma éventuellement, tu vois. Mais tu sais que je me suis renseigné sur comment faire, mais... Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas hyper simple. Après, je me suis dit, bon, avion jusqu'à Helsinki, puis voiture. Après, on m'a dit, ouais, mais fais voir gaffe, mi-janvier en Finlande, sur les routes... Peut-être si j'étais toi, je ferais pas ça. Ah ouais, après on m'a dit, mais passe par Stockholm puis Turku. J'ai demandé à mes amis finlandais comment faire. J'étais là, mais t'es gentil, je vais pas faire 3 vols pour aller à Rauma, quoi, au bout d'un moment.
Et là, on est en train de réfléchir actuellement. C'est encore pas réglé. Mais Olkinuora, ce qui est sûr, c'est que... Si des gens vont en voiture à Rauma pour le 16 janvier, je prends une place sur le siège arrière, je fais pas beaucoup de bruit. Comment on dit Blablacar en finnois? Mais Olkinuora, en tout cas, a stabilisé, ou en tout cas, a fait en sorte que il y a eu ce souci avec Robert Mayer blessé, Gauthier Desclous, il était sur le banc, hein, donc il pouvait entrer en cas de... Mais là, tu as un vrai numéro 1 avec ce joueur-là. Et est-ce que c'est ça qui peut finalement stabiliser? En tout cas, contre Berne, encaisser qu'un but, ça part plutôt bien. Il faudra voir je pense que le test à Ambry sera un peu plus intéressant de voir si la défense genevoise va tenir le choc, parce que peut-être que on a vu, tu disais que Ambry avait décidé de sortir ils ont quand même marqué 5 goals contre Davos, donc avant de partir dans les grisons pour la Spengler. À domicile, Ambry, ça peut être pas le feu d'artifice, mais en tout cas être un joli test. Et accessoirement, c'était plus facile de choisir qui allait être le surnuméraire vu que Manila était blessé, mais des décisions vont devoir être prises par Yann Cadieux à l'avenir, et là aussi ça peut potentiellement être difficile à gérer. On se réjouit de voir. Tanner Richard a marqué un but, c'est peut-être pas plus mal pour sa confiance à l'approche des fêtes. Mais il était bon en Champions, donc il arrive à redonner ou à montrer la même chose en Champions qu'en championnat. Donc il a même joué un petit peu avec l'équipe de Suisse. Je l'ai pas trouvé excellent, mais en même temps il faut voir les circonstances. Voilà, d'arriver, de jouer le mardi, de débarquer un peu à l'ADER dans le rassemblement. C'était pas forcément la meilleure situation pour lui. On termine avec Bienne, qui l'hôpital s'est vidé enfin. Il reste quoi? Derungs et puis un autre Yakovenko, voilà. Et par contre, alors Kunsley qui se retrouve toujours en tribune, ça. Kunsley, il va organiser le déménagement pour bientôt, non? Est-ce qu'il pourrait y avoir un bête échange de la part de Zug? Ouais, tu vois que Zug dit écoutez, nous on vous prête parce qu'Alan Spark il a signé à Langnau, donc c'était un des joueurs qui pouvait potentiellement aller renforcer Bienne. Au-delà de ça, Bienne c'est 3 victoires de suite, mais c'est 3 victoires en prolongation. Voilà. On dit quand même toujours quel côté tombe la pièce quand tu gagnes en prolongation. Ça change un peu la façon dont on analyse, ou dont on... Pas comme la façon dont on analyse, mais la perception qu'on peut avoir des résultats. C'est 6 points, c'est ce qui compte. 3 matchs, 6 points, c'est 2 victoires en gros. C'est 2 victoires en 60 minutes, une défaite, mais peu importe, mais c'est 6 points. Il y a du mieux, il y a clairement du mieux. Surtout, Matikainen a peut-être... ça a offert un sursis, en tout cas ça c'est clair. Était-il en danger? On le saura peut-être jamais, hein. À quel point il était en danger? Est-ce qu'il y a eu un moment où Steinegger s'est dit là c'est le dernier week-end? Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question, et je pense qu'on l'aura jamais la réponse à cette question, ou un jour dans de nombreuses années. Mais toujours est-il qu'avec ces 6 points là, avec surtout comme tu l'as dit d'emblée les blessés qui sont de retour, ça change quand même beaucoup la chose quand tu peux avoir des attaquants en attaque puis des défenseurs en défense. J'ai un truc tout bête, hein, mais ça allait pas forcément de soi à certains moments, quand il y avait Robin Grossman en centre, ou quand ton centre de 4e ligne c'est Berchi avec Ishii et Bachhoffner sur les côtés. Ouais. C'est pas mal. Kunti est de retour, il a pu jouer avec Eponiemi, Kunti, Brunner. C'est une ligne qui donne envie de voir jouer au hockey, on va dire. Et Eponiemi, il n'a pas mis long avant de montrer que c'était un joueur de hockey. Hein. Ouais. 4e minute. Eponiemi sur passe de Kunti et Brunner. Exactement. Et il a encore il était encore présent sur la glace lors du but en prolongation de Rayala. C'est lui qui fait la 2e passe. Il y a Grossman qui s'est intercalé là. Disons, c'est bien d'avoir gagné contre Rapperswil.
disons, ça aurait été un poil mieux de leur mettre 3 points dans la vue et pas que 2-1. En raison du fait qu'ils sont à la lutte, en fait, c'est surtout ça. Rapperswil est 13e. Est-ce que Rapperswil, à un moment ou un autre, va se réveiller aussi ? Je pense que d'avoir pris 8 points au lieu de 6 d'avance, enfin d'avoir 8 d'avance au lieu de 6 après le match d'hier, bien n'aurait pas été contre. Mais après, tu me diras, je suis un peu un gagne petit là, puis je me dis... Oula, attention, ceux de derrière ils vont revenir, mais bien de regarder devant, on est bien d'accord. Ouais, bien sûr. Mais devant, c'est Langnau qui a 4 points d'avance. Après, c'est Davos, Ambry, Genève. Bon, Genève, je vois pas dans quelle mesure ils peuvent revenir. Davos m'a l'air trop fort. C'est Ambry et Langnau les deux équipes sur qui il faut regarder, mais Ambry a déjà encore 7 points d'avance. Hein. Ouais. C'est beaucoup, 7 points. Complètement. Mais ce qui va bien, ce qui est intéressant à Bienne, c'est la H2O, d'avoir déjà une ligne qui fonctionne bien. On a vanté aussi les mérites de Salinen, parce que si on a la H2O, on a Salinen avec Rajala et Kessler, et on a Eponiemi, Kunti, Brunner, la force de Bienne, et Eponiemi, on pouvait mettre par exemple Künzle. C'est l'idée, hein, la fameuse ligne entre Brunner, Kunti et Künzle. T'as encore Kessler en numéro 10, si on veut, avec Eponiemi qui viendrait pour faire une ligne entièrement finlandaise. Ouais, c'est un... et encore Ischier, on commence à avoir une vraie... On savait que Bienne était une vraie équipe. Là, on s'en rend compte à la lecture du contingent. Par contre, si je veux faire un peu mon rabat-joie, Rapperswil a 2,9 expected goals, Bienne en a 2,1. Probabilité de victoire de Rapperswil, c'est 70. Absolument. Et Rapperswil a fait un bon match. C'est 30. À 5 contre 5, Bienne a été largement dominé par Rapperswil, 82-17 en pourcentage d'expected goals, ce qui donne un ratio de 2,5 à 1,4. D'ailleurs, tu parlais tu disais Eponiemi et Grossman sur le but de Rajala en prolongation. Ils sont bien gentils de donner 2 assists parce que c'est Rajala qui fait un peu tout seul. Absolument. Et puis qui perfore la défense, qui dribble et qui se retrouve face à Niffler et puis qui met un joli backhand, si je dis pas de bêtises. Et Rajala, impressionnant, c'est drôle parce que sur le plateau des pécalistes, il y avait les tops et les flops et c'était... je sais plus si c'est Ngoy ou Geoffrey Vauclair qui parle de Rajala. Je pense que c'est Michael Ngoy. Et en disant que voilà, il a quand même ça reste Tony Rajala. Et contre Fribourg, c'est lui qui a envoyé une pêche, son fameux tir. Et là, d'une autre manière, mais c'est quand même lui qui débloque la situation. Absolument. Et ouais, les grands joueurs, ou en tout cas les top scorers, ou tes joueurs vedettes qui arrivent à ce moment-là. Červenka le faisait très très bien avec Rapperswil, souvent en prolongation. On regardait, on dit tiens, goal de Červenka en prolongation. En ce moment, c'est un peu Rajala en prolongation. Les 3 derniers matchs gagnés par Bienne, c'est 3 buts de Tony Rajala. Sur les 6 derniers matchs, 5 buts et 3 passes décisives. Ouais. On parle toujours de Rajala et les streaky. Ça va pas durer, il va pas carburer à 1,6 points par match ou par là autour durant toute la fin de saison. Par contre, il est excellent en ce moment. C'est peut-être aussi du fait qu'il y a plus de profondeur. Le danger peut venir de plusieurs endroits et il n'y a pas que Tony Rajala qui peut marquer les buts. Il l'a fait de manière tout à fait correcte. Mais là, en ce moment, il a fait un bon pas vers l'avant et ça lui fait quand même 29 matchs, 25 points depuis le début de saison. Ouais. Ça reste une belle saison, même si on avait un peu l'impression qu'il était poilant dedans. Là, on a un Rajala qui carbure, puis quand un Rajala carbure, ça va, tout est un petit peu plus simple, disons. On va quand même parler du calendrier biennois. Bienne se déplace jeudi à Davos et reçoit Zug samedi. C'est pas une fin d'année très simple. Ils recommenceront avec un petit déplacement à Lausanne. Ouais. Donc c'est 3 matchs d'affilée face à des équipes soit en forme, soit haut dans le classement, soit les deux. C'est un bon test, disons, pour voir où on est ce HC Bienne là. Mais ce qu'on voit ces derniers temps, il y a quand même du mieux. Absolument. Et puis, on pourra en parler sans doute l'année prochaine, parce que j'aurais voulu qu'on revienne sur l'article de Klaus Saug concernant une potentielle taxe de luxe, luxury tax en anglais. C'est pas un salary cap, mais ça se rapproche. Il a écrit comme quoi ça pourrait être mis en place. C'est une question de la loi sur les cartels. Et ce serait donc au niveau... là, on parle de la loi au niveau fédéral. Et on serait sur du 2030. Donc on est clairement pas... c'est pas à notre porte.
Mais ce serait bien qu'on en parle. Et si vous avez des questions à ce sujet, par exemple, on pourrait le faire lors d'un épisode de début 2024. Et donc, on est au terme de ce dernier épisode de l'année 2023, l'épisode numéro 17. Jawohl. Merci pour votre fidélité. Peut-être qu'on se croisera à la Spengler si l'un ou l'autre d'entre vous est présent. Moi, j'y serai toute la semaine pour vivre ça de l'intérieur et essayer de vous le faire vivre pour ceux que ça intéresse. Je sens un peu d'intérêt certaines fois. C'est très polarisant. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je m'en fous de cette Spengler ». Puis il y a des gens qui disent « Ah, moi, je regarde tous les matchs ». Ouais. C'est très polarisant. Moi, je regardais avant. Là, j'ai plus de peine. C'est depuis quelques années. Parce qu'il y a trop de hockey à la télé. Ouais, puis aussi on avait l'occasion de voir des matchs incroyables à ce moment-là. Je me rappelle, moi, de l'époque où Bykov Komutov avait été renforcé Davos. Enfin, c'était incroyable. Donc là, c'est effectivement plus... les renforts, le bloc qui vient renforcer Davos ou les quelques personnes qui viennent renforcer Ambry... c'est des bons joueurs, mais voilà, quoi. Il y aura Kalpa qui sera présent, le club dans lequel Teemu Artikainen est au board. Vraiment, hein. Ah ouais. Donc ça... T'as pas des copains au bord de Kalpa, toi? Ouais, on a prévu de se voir. C'est pas une blague, on a prévu de se voir. Est-ce que lui sera présent? Peut-être. Non, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Mais c'est vrai que par contre, quand tu parles des années Spengler qui nous faisait rêver. C'est vrai que le début des années 90, avec des Färjestad qui venaient, il y a eu une saison, il y a eu Akonlup qui était venu jouer avec Färjestad. J'étais pas tout vieux, mais ça m'avait marqué cette époque-là. Ouais, puis après, il y a eu la Spengler quand il y a eu les années, les 2 fois où il y a eu le lockout. Évidemment, en plus, Davos qui avait Thornton, Nash, il y avait Niklas Hagman, si je dis pas de bêtises aussi. Là, c'était incroyable. Ça valait la peine, mais parce qu'en plus il y avait des joueurs de NHL qui venaient. On avait eu Maxime Talbot aussi qui était venu. Donc voilà pour la fin de saison. Voilà notre programme. Pas d'épisode la semaine prochaine. Par contre, on est réactif sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, surtout, on va les mettre de côté pour la semaine prochaine. D'ici là, passez de belles fêtes de fin d'année. Merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir d'être présent et d'essayer de vous faire vivre le hockey en notre compagnie et de le vivre en votre compagnie aussi. Et à la saison prochaine, à l'année prochaine. À l'année prochaine.